Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être présent à cet atelier. Je laisse Laurence Renaudy introduire notre temps d'échange de cet après-midi. Merci Pierre. Bonjour à tous. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier intitulé Accompagner le retour à l'emploi pendant et après un cancer. Donc, cet atelier vous est proposé par le Plan régional d'insertion des travailleurs handicapés d'Île-de-France, qui est un dispositif partenarial en faveur de l'insertion professionnelle et de l'emploi des personnes en situation de handicap piloté par la DRIETS. L'un des axes majeurs de travail du PRITH est la prévention de la désinsertion professionnelle des actifs. Et donc, dans ce cadre, il anime les travaux de l'instance de coordination du maintien dans l'emploi en lien avec le plan régional de santé au travail. Dans le champ de ces travaux, sont concernés tous les salariés en risque de désinsertion professionnelle, qu'ils soient en situation de handicap ou non, ce qui couvre le champ de l'ensemble des salariés que vous suivez dans les services de santé au travail. Différents travaux ont été menés dans le cadre de cette instance de coordination avec la contribution de nombreux partenaires. Et parmi ces travaux, la création d'un guide du maintien dans l'emploi qui est actualisé 2 fois par an et destiné aux professionnels du maintien et que vous pouvez retrouver sur le site du PRITH. Et dans la lignée de ces travaux également, un cycle d'ateliers d'information, donc dédié aux services de santé au travail, qui a vu le jour en 2021 et qui se poursuit depuis à raison de 3 à 4 ateliers répartis tout au long de l'année. Et vous pourrez retrouver l'essentiel des points clés à retenir à la fois de l'atelier d'aujourd'hui et des précédents au travers de supports différents, donc de capsules vidéo, de replays et de podcasts qui sont mis en ligne sur le site du PRITH et qui, lui, a été entièrement rénové en début d'année pour vous faciliter l'accès à toutes ces ressources. Donc, je vais maintenant laisser la parole au premier intervenant. Oui, Merci à vous. merci beaucoup Laurence pour cette introduction. J'en profite pour vous dire que nous avons mis dans le chat le lien vers le guide maintien et que nous mettrons un certain nombre de ressources en ligne hein, sur ce chat. Donc n'hésitez pas à le surveiller et puis n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions au fil de l'eau à l'ensemble de nos intervenants. On essaiera de prendre le temps d'y répondre progressivement. Alors, pour vous donner un petit peu l'ordre du jour de cette rencontre, nous aurons plusieurs temps cet après-midi. D'abord, une introduction et une contextualisation de l'atelier, puisque quand on parle de la question du retour à l'emploi pendant ou après un cancer, eh bien, on ne parle pas de n'importe quelle situation. Donc, l'idée, c'est de pouvoir un petit peu revenir sur les particularités, les spécificités du retour à l'emploi après un cancer. Nous aborderons ensuite un dispositif qui a été mis en place par l'Institut Curie qui vous sera présenté voilà, pour vous montrer les actions qui peuvent être conduites en termes d'accompagnement. Nous aurons ensuite un temps dédié à la présentation du rôle des services de prévention et de santé au travail dans l'anticipation et dans l'accompagnement au retour à l'emploi. Et après, on vous fera un zoom sur les différents acteurs et les différentes ressources qui sont mobilisables. On fera notamment un zoom sur les actions et les ressources qui sont proposées par l'INCa et par la Ligue contre le cancer. Voilà. Et on conclura l'atelier avec le docteur Bensef Colas pour mettre en perspective les propos qui auront été évoqués au cours de l'après-midi et puis revenir sur les points un peu clés à retenir pour les services de prévention et de santé au travail dans l'accompagnement de ces situations. Donc, sans plus tarder, je laisse l'introduction à Eliane Brissot, qui est coordinatrice du coaching Retour à l'emploi du Comité de Paris de la lutte contre le cancer. Madame Brissot, je vous laisse la parole. Je vous laisse juste ouvrir votre micro. Voilà, bonjour à Super. tous. Oui, j'interviens pour la Ligue contre le cancer Comité de Paris, où d'ailleurs je suis coach bénévole depuis 3 ans et depuis septembre, je coordonne l'ensemble de l'équipe de coach dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Le but étant de faciliter le retour à la vie professionnelle, mais j'élargirai aussi à la vie sociale, en fait, sociale et professionnelle, car c'est vraiment comme ça que la question se pose. Voilà. Peut-être voilà. Alors, la lutte contre le cancer, en France, c'est 104 comités. Donc, ce sont des comités régionaux, départementaux, on va dire. Pas loin de 550 000 adhérents et
11 500 bénévoles. Et en l'occurrence, Comité de Paris, tout le monde est bénévole, que ce soit en termes de coach, de sophrologue et d'accompagnement divers et variés qui sont proposés, et tout étant gratuit pour les personnes qui en ont besoin. Donc, vous le savez, la lutte contre le cancer, c'est 4 grandes missions. La recherche, principalement l'ensemble une grande partie des dons, plus de la moitié des dons, je crois que c'est autour de 60%, est consacrée à la recherche. Donc, nous finançons la recherche. Nous accompagnons aussi les personnes pendant leur maladie, et nous avons des visiteurs de patients dans les hôpitaux. Nous accompagnons aussi à domicile. Donc, on a des systèmes proposés dans ce sens-là. Nous intervenons beaucoup en prévention de la santé, bien entendu, prévention et promotion des dépistages, toutes sortes de dépistages. Et puis enfin, l'accompagnement au retour à l'emploi. Le Comité de Paris a 2 grandes options pour intervenir. On peut intervenir à la fois, je dirais, en aval, c'est-à-dire auprès des entreprises. Et là, on a Ligue Entreprise, ça s'appelle ça. Et on peut proposer aux entreprises un programme de formation des managers. Ce qu'on peut dire, c'est que en fait, nous, de l'autre côté, on prépare les salariés, mais le manager a autant d'importance dans l'accueil de la personne qui revient après une longue absence et dans les conditions du cancer. Et très souvent, les managers sont un peu démunis, ne savent pas trop quoi dire, à quel moment dire, quelles questions poser, etc. Donc nous, à la fois, on sensibilise, on a des actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel à travers un jeu qui ressemble un peu à un jeu de loi, mais qui permet de poser les bonnes questions, et un programme véritablement de formation des managers sur une journée qui peut être divisée en 2 journées. Donc, voilà. Au niveau du coaching retour à l'emploi, je vous en parlais un peu plus tout à l'heure. Voilà. Donc, sur Ligue Entreprise, le maintien et retour à l'emploi, le jeu dont je vous parlais, qui est un genre de, vous voyez, il est illustré là. On fait ça très souvent autour de l'heure du déjeuner quand les gens sont un peu plus disponibles. C'est l'occasion de poser les questions, c'est l'occasion de répondre aux questions, c'est l'occasion de sensibiliser à tout le parcours qui va de l'annonce du cancer jusqu'au retour dans l'entreprise. Donc, je vous ai parlé de la formation des managers. On peut faire aussi des conférences ad hoc sur le sujet. Alors, le coaching retour à l'emploi, en fait, ce qu'il faut, c'est pas très simple dans le sens où on découvre à cette occasion qu'il y a plusieurs étapes qui sont vécues par les personnes et que chaque étape pose ses questions. Donc, on va voir quelles sont les étapes que nous avons identifiées, que vous connaissez bien aussi, vous. Le retour lui-même au travail après le cancer, et puis ce que nous pouvons nous proposer pour cet accompagnement. Voilà. Donc, les 3 grandes étapes, c'est l'annonce du diagnostic. La deuxième, évidemment, les traitements et l'après-traitement. Et c'est là où on va passer un peu plus dans le détail sur, je pense, la slide qui suit, l'annonce du diagnostic. L'annonce du diagnostic, en fait, c'est un choc physique, évidemment, parce que ça touche le corps et c'est un choc psychologique. En coaching, j'entends des mots très, très forts, des mots matériels, je dirais même. On peut me parler de tremblement de terre, on peut me parler de noyade, on peut me parler de… C'est vraiment un choc très important qu'il est difficile d'illustrer. Et du coup, là, par rapport au retour à l'emploi futur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois l'annoncer rapidement alors que je ne sais pas où j'en suis? Je suis un peu perdue. Finalement, est-ce que c'est pas mieux de ne rien dire ou le dire plus tard? Tout devient très confus parce que la période que je vis en ce moment dans la maladie, eh bien, m'écarte tellement du monde de l'entreprise. Mes journées sont complètement consacrées à la maladie et c'est très difficile de se projeter autrement. Donc, de toute façon, voilà, ce sont des questions qui se posent et qu'on traite aussi en coaching.
La deuxième étape, bah, c'est celle des traitements. Pendant les traitements, ben voilà, il y a une forme de vulnérabilité, puisqu'en fait, quelque part, à la fois, le temps ne nous appartient plus, il est très cadencé par les traitements, par les conséquences des traitements, l'inquiétude, le stress que tout ça peut provoquer. Et puis, quelque part, est-ce que, alors, parfois, des personnes souhaitent ne pas le dire et puis s'arranger pour ne pas avoir d'arrêt maladie. Est-ce que c'est jouable? Tout dépend de ce qu'on a. Parfois, c'est pas du tout jouable. Que va être le maintien dans mon activité? Qu'est-ce que je vais retrouver? Est-ce que je serai capable encore de reprendre mon activité? Et comment ça va se passer le jour où je reprendrai? Donc, tout ça, ce sont beaucoup de questions qui se posent au moment des traitements, y compris à la fin des traitements, bien sûr. Et enfin, l'après-traitement. Là, il y a encore plus de questions, je dirais. C'est à la fois comment se sentir vraiment éloigné de la maladie. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'en réalité, il y a encore des contrôles? On sait qu'il y a encore des effets secondaires qui se manifestent. Et là, c'est très important de pouvoir respecter une période de convalescence. C'est-à-dire, après les traitements, en fait, les personnes réalisent très souvent qu'elles sont fatiguées, que parfois certains effets secondaires qu'elles n'avaient pas, elles l'ont à ce moment-là. Et puis, il y a une nécessité de faire une pause avant la reprise du travail. Donc, c'est difficile de tourner la page de la maladie. Ça a été quelque chose de tellement important dans ma vie. Je me mets à leur place en parlant de ça. Est-ce que je peux vraiment tourner la page? Et puis, quelque part, bah justement, la préoccupation existentielle, celle de la vie et des valeurs, et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La recherche de sens à tout ça, qu'est-ce que je peux en donner? Et puis, j'ai des craintes et des incertitudes parce que la vulnérabilité de mon corps m'entraîne aussi à la vulnérabilité de mes compétences. On entend des gens dire ben moi, j'ai perdu mes compétences ou je savais le faire, je ne sais plus le faire. Est-ce que je vais être à la hauteur quand je vais reprendre? Et en même temps, tout est paradoxal, hein. Il y a à la fois une envie et besoin de retravailler, mais est-ce que je vais y arriver en fait? Et puis, est-ce qu'il faut reprendre comme avant? Et puis, en même temps, je me rends compte que c'est important d'avoir un équilibre de vie. Donc, beaucoup de questions se pressent comme ça, euh, qui, sont, euh, qui sont présentes pratiquement chez tout le monde. Voilà. On peut Ouais, passer à... merci beaucoup, Madame Brissot. On vous fera réintervenir, hein, vous le savez, tout à l'heure, mais c'était important que vous puissiez poser le cadre de cet atelier en mettant en évidence finalement les étapes un peu clés, finalement par lesquelles passe l'ensemble ou la majorité des personnes qui sont concernées par ces situations, avec à chaque étape finalement les questions un peu clés que se posent. Donc ça nous permet de poser le contexte de cet atelier avant de pouvoir ouvrir finalement la première partie que nous avons intitulé de patient à travailleur, l'accompagnement des personnes souffrant d'un cancer. Et pour cette partie, donc nous avons le plaisir d'avoir deux interventions, celle du docteur Evelyne Renaud-Tessier, donc qui est médecin spécialiste douleurs et soins palliatifs au sein de l'Institut Curie, ainsi que Edith Desmarel, qui est patiente partenaire missionnée par l'Institut Curie en lien avec Cancer at Work. Donc, je vous laisse la parole à toutes les deux pour cette première partie. Bonjour. Merci beaucoup de cette invitation, de votre accueil. Et effectivement, ça va être une présentation à double voix. Et donc, voilà, je précise également que je suis chef de service de l'unité d'éducation thérapeutique parce que ça va être un angle important de notre présentation. Et notre idée, c'est de vous présenter comment un centre de lutte sur le cancer, contre le cancer, s'est approprié cette question du retour à l'emploi-travail. Et vous verrez qu'on va naviguer aussi entre ces deux termes qui nous préoccupent aujourd'hui, entre activité, travail et emploi. Les mots flottent un petit peu. Je te laisse te présenter, Edith. Je suis donc patiente partenaire, donc missionnée par We Care at Work et non pas Cancer at Work, donc sur le maintien et le retour à l'emploi pendant et après un cancer. Et donc, et l'objectif, c'est d'améliorer les pratiques des soignants et puis de faire connaître ce qui existe au niveau des patients. Evelyne, je te laisse Oui. prendre la suite.
pour la diapo suivante. Voilà, juste pour vous présenter voilà, le cadre de cette éducation thérapeutique, puisque ça va être un angle qu'on a choisi et par lequel on est entré pour travailler cette question. Juste le concept qui consiste à autonomiser les patients dans leur choix avec un bilan éducatif. Et vous le voyez, je l'ai mis sur la première diapo, de plusieurs thématiques. C'est intégré en fait dans le parcours des apprentissages concernant maladie, traitement, nutrition, etc. Et donc, retour à l'emploi en ce qui nous concerne, où le patient choisit de rentrer dans cet atelier, et puis un parcours éducatif qui se solde par un bilan de compétences des différentes acquisitions dans le cadre de ce bilan. Donc, programme déposé à l'ARS. Diapo suivante. Voilà, donc notre projet s'appelle Avis Procan pour accompagner la vie professionnelle des personnes suivies en cancérologie. Il a été initié déjà par l'entrée du bilan éducatif avec des partenariats, notamment avec Prevlink, qui va aussi intervenir aujourd'hui, et qui a 3 axes. L'axe patient, avec ce fameux, et on va le détailler un petit peu, format des ateliers d'éducation thérapeutique, l'information au plus tôt du parcours de soins, et c'est Edith qui va vous expliquer cette partie-là, un angle professionnel de santé, améliorer les pratiques professionnelles, les prescripteurs d'arrêt de travail, la connaissance des différents parcours, être sensibilisé à évaluer les capacités de retour au travail des personnes. En tant que médecin, on va signer et autoriser, ou en tout cas donner un certain nombre de feux verts ou non, et comment on fait. Donc ça peut s'améliorer. Et puis, on a souhaité travailler avec effectivement une patiente partenaire, et on aura le temps de vous expliquer pourquoi. Et puis, le troisième volet, c'est le volet entreprise, vu d'un centre de soins. C'est-à-dire qu'on n'a pas dans notre escarcelle l'ensemble des actions, mais on pense qu'en tant qu'établissement de soins, on peut justement apporter un certain nombre, en tout cas, on a une carte à jouer qu'on est en train d'explorer dans ce projet qui est soutenu par l'Institut national du cancer. Notamment, on a travaillé avec les médecins du travail des services interentreprises Prevlink. Et on continue avec plaisir. Voilà, participer à des job dating organisés par Cancer at Work, et un certain nombre de présentations des difficultés des séquelles liées au traitement et au cancer. On pense qu'on peut éclairer en tant qu'établissement de soins cet angle-là dans le lien avec les entreprises. Diapo suivante. Alors, pourquoi travailler avec un patient partenaire, donc qui est à la fois collègue et patiente? Donc, pour les patients, donc c'est vrai que le patient partenaire participe à redonner espoir parce que c'est quelqu'un qui a survécu à la maladie, et donc et ça permet aux patients de mieux se projeter. Donc, au niveau des soignants, côté soignant, donc c'est aussi reconnaître la volonté d'améliorer les pratiques, donc tout en ayant bien conscience que des contraintes de temps et de faisabilité. Donc, côté patient, donc c'est la proximité de vie, donc comme je disais tout à l'heure, donc qui rapproche, donc ça participe à libérer la parole. Et en ce qui me concerne, moi, je connais bien les enjeux et les problématiques de vie avec la maladie, et ça permet d'être au plus près des besoins des patients. Alors, diapo suivante, oui. Alors, l'axe 1, donc c'est l'axe patient. Donc, il y a 3 millions de personnes qui ont ou qui ont eu un cancer. Donc, et donc 20% des patients, donc entre 18 et 54 ans, ne travaillent plus 5 ans après le diagnostic. Donc, le constat aujourd'hui, donc c'est il y a 1200 nouveaux cas diagnostics par jour et 400 travaillent. Donc, donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des diagnostics de plus en plus précoces. Les traitements sont de plus en plus efficaces, bien heureusement. Et il y a un recul aussi de l'âge à la retraite. Et donc, un accompagnement peut faciliter la reprise et éviter la désinsertion professionnelle. Là, on voit donc tout sur la diapo donc ce qu'on a mis en place, que nous avons mis en place à l'Institut Curie, et en termes d'accompagnement. Et donc, faut savoir que les freins au retour à l'emploi, donc parce que ça ne va pas de soi quand on se bat pour sauver sa vie. Donc, les freins qui sont identifiés, donc sont selon les principales études, donc sont les critères socio-démographiques, donc être plus âgé, avoir un faible niveau d'études scolaires, un faible revenu, un faible soutien social, ou à l'inverse une famille surprotectrice. Le second critère, donc, c'est les
caractéristiques de la maladie, donc le stade et le type de cancer, la forme physique. 52% des personnes donc observent donc une limitation de leur activité physique et la fatigue. 56% des personnes souffrent de fatigue chronique significative. La douleur, donc 73% des personnes décrivent les douleurs chroniques, les comorbidités, ainsi que les rechutes de la maladie. Et en troisième point, donc il y a les traitements utilisés, donc la chimiothérapie, qui s'est avéré être un obstacle majeur dans la plupart des études quantitatives, donc avoir un curage axillaire aussi. Et quelles améliorations après la reprise? Donc, on observe une meilleure qualité de vie, un sentiment de retour à la normalité qu'on met en guillemets, parce que le mot normal peut être relatif, hein, et un bien-être et une amélioration du point de vue économique. On passe à l'autre diapo. Alors, je voulais préciser, on va aller un petit peu vite sur cette partie, mais cette partie éducative, et pour faire un peu la différence entre pourquoi un programme d'éducation thérapeutique dans le cadre des soins, puisque c'est la définition d'un programme d'éducation thérapeutique patient, c'est-à-dire qu'on est intégré dans le parcours de soins. Et donc, nous, on l'a décliné en trois séances collectives de 3 heures. Donc, le premier atelier va consister à travailler la reprise de confiance en soi. Donc en haut, je ne vais pas le détailler, c'est juste pour vous donner le support pédagogique qui soutient la construction de l'atelier. Et donc ça démarre par une phase de récit, de narration de ce parcours de soins en collectif, de partager, ça permet de partager les savoirs entre les personnes de ce qui s'est passé, de ce qu'elles peuvent, je dis elles parce que c'est beaucoup de femmes en fait qui sont rentrées dans ces programmes-là, et de transposer ensuite ces savoirs en compétences. C'est-à-dire qu'on arrive effectivement à dire, ben, grâce au nombre d'heures d'attente dans la salle d'attente, eh bien, j'ai appris de la patience, j'ai appris à être plus sensible vis-à-vis des autres. Voilà, on essaie de mettre en lumière comme ça un certain nombre de compétences acquises, et on les mobilise au travers de petites scénettes et de cas concrets pour se projeter. Diapo suivante, le deuxième atelier. C'est le même groupe, hein, l'atelier est fermé, ça va être le même groupe de personnes avec un fil conducteur d'animateurs, une patiente partenaire, une infirmière et ou une assistante sociale, surtout pour la dernière partie, une assistante sociale de la CRAMIF, le service de la sécurité sociale de la sécurité sociale. Le deuxième atelier, il va se centrer sur clarifier les nouvelles envies et on leur propose de partager leur regard avant la maladie qui était la place, avec des petits outils, des dessins, etc., la place du travail dans les différentes sphères. On les fait travailler, hein, on ne leur donne pas tout prêt. De retravailler ensuite qu'est-ce qui s'est passé pendant les traitements. Et alors le après, il est mitigé chez nous parce qu'en fait, il y a bien sûr le après si on est dans des traitements adjuvants de la maladie, mais lorsqu'on est sur des maladies métastatiques, aujourd'hui on est confronté avec des périodes de vie très longues, avec des maladies métastatiques et des traitements, et des gens qui vont continuer de travailler, voire même parfois en hospitalisation à domicile et en télétravail. C'est des nouvelles confrontations qui n'ont pas vraiment de substrat juridique, mais qui existent. Et donc, du coup, après la maladie, un peu après les traitements, enfin, on change un peu cette dénomination-là pour effectivement commencer à se projeter si on va ou non retourner au travail, à l'emploi, faire une reconversion, etc. Diapo suivante pour le troisième atelier. Cette fois-ci, il va se centrer vraiment sur des apprentissages et des connaissances pratico-pratiques. Il y a toujours une assistante sociale, soit du service, soit de la CRAMIF, qui ont construit et qui anime cette partie-là. On propose aux personnes de choisir le thème qui leur plaît le plus, parler à son employeur, connaître sa qualité de travailleur handicapé. Et ça, c'est pour le format pédagogique. On leur fait donner déjà leurs connaissances, et puis les professionnels vont donner des éléments concrets sur cette partie-là. Puis ensuite, on relie l'ensemble. Ce format-là, et c'est vraiment la différence avec les coachings, pour nous, c'est vraiment complémentaire. Parce que pour nous, on est dans le parcours de soins encore à ce moment-là. Donc, c'est les patients qui sont encore dans le cadre de leur parcours de soins, qui sont peut-être entre les deux. Et on ne fait pas la promesse d'un retour à l'emploi, il me semble, par rapport au coaching. C'est-à-dire que la promesse de départ n'est pas comment je vais retourner au travail. La promesse, c'est comment on les aide à prendre leurs décisions pour elles. Donc, c'est vraiment, et vraiment, je pense que c'est ça l'articulation. Encore une fois, on est dans le parcours de soins. Pour nos patients, c'est important que ce soit des patients qui sont suivis dans notre établissement de soins, ou en tout cas avec qui on partage le parcours de soins.
Heu, ensuite, on a regardé un petit peu, voilà, on a fait des travaux d'évaluation, qualitatifs. Donc voilà, 143 personnes, une étude qualitative sur 7 femmes. Encore une fois, je crois que je crois même que c'est 100 de femmes qui sont rentrées dans ces parcours-là. Toutes avaient repris le travail, mais c'était le point de départ du mémoire. Mais en tout cas, on a noté que c'était du temps partiel. Elles ont montré en tout cas, elles ont relaté de l'aide à la motivation liée à ces ateliers, pour, justement, réfléchir sur leur vie sociale, comme c'était précisé un petit peu avant par Mme Brissot, retrouver une vie de femme. Donc vous voyez, encore une fois, ce sont des femmes qui sont, interrogées. Le travail effectivement avec l'articulation, les effets secondaires, toutes avaient des effets secondaires jugés acceptables par elles. Donc c'est-à-dire qu'il faut quand même un certain contrôle symptomatique pour pouvoir se projeter, sur la vie professionnelle, et elles ont cité le soutien de leur direction, donc de l'autre côté. Elles ont aussi relaté l'importance du discours commun entre les professionnels de santé, le médecin du travail et leur manager. Donc ça a été vraiment un élément, remonté, et ça nous aide aussi nous, à travailler. Et puis, bien sûr, la confiance en soi, l'importance de la prévisite. On a bien été éduqués, notamment, par notre partenariat avec, Prevlink, sur cette question-là, et la place des proches, et des personnes ressources dans ce parcours-là. Voilà ce qu'on pouvait en dire rapidement. Edith, je te laisse parler peut-être des outils. Oui, tout à fait, merci. Donc, alors, je vous présente la brochure. Donc, sécuriser et envisager la reprise. Donc, c'est une brochure qui a deux fonctions. Donc, sécuriser sa situation, donc la situation des patients, et présenter les coachings ciblés, donc qui sont gratuits pour mieux envisager la reprise. Donc, cette brochure, elle est distribuée en accès libre à plusieurs endroits, à l'Institut Curie Paris et Saint-Cloud. Donc, que ce soit à l'ERI, ERI Mobile, enfin, à la médecine du travail, les assistants sociaux la distribuent sur le site internet. Elle est téléchargeable aussi, le site internet de l'Institut Curie, et elle est remise aussi dans le cadre d'une expérimentation qu'on fait avec le service pneumologie. Donc, elle est remise directement dans le livret d'accueil. Donc, je crois que c'est lors de la deuxième consultation après l'annonce. Donc pour toucher au mieux les patients. Donc, Evelyne, je te laisse peut-être présenter le livret du médecin du travail? Voilà, c'est ça. On a commencé à travailler sur un outil. On sentait bien qu'il fallait réhabiliter, entre guillemets, le médecin du travail, en tout cas améliorer notre coordination. On est encore en train de travailler sur cette question-là, hein. C'est pas encore acquis. On a travaillé sur ce document pour les patients, parce qu'on n'arrivait pas à mettre notre outil navette, mais un document, donc le médecin, du travail, mon interlocuteur privilégié. Mais pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait le dispositif, c'est-à-dire qu'il est un peu dans un tiroir. On n'a pas encore trouvé le moyen de vraiment, l'utiliser. Voilà. Sur l'axe professionnel de santé. Alors, l'axe professionnel de santé, donc on a mis en place une formation webinaire pour informer les soignants sur les problématiques que peuvent rencontrer les soignants pour pour mieux orienter les patients. Donc, cette formation, donc elle est co-animée par moi, donc qui suis patiente partenaire, et par la responsable du service social de la CRAMIF, donc qui est un organisme de la sécurité sociale pour prévenir de la désinsertion professionnelle. Donc, c'est un réseau d'assistants sociaux. Donc, les deux prochaines dates pour information sont le 24 avril et le 12 juin. Donc, alors, il y a ce qu'on présente dans la formation, c'est 3 cas concrets de patients qui sont pour montrer la réalité de ce que vivent les patients avec qui ont bien souvent une baisse de revenus importante. Donc, donc il y a 3 cas concrets. Donc, il y a un salarié, un fonctionnaire et un travailleur indépendant. Donc, je donne un exemple. Donc, le travailleur indépendant qui a eu des revenus uniquement pendant 3 mois, puis plus rien. Donc, ce sont le genre de cas on peut difficilement imaginer si on n'est pas confronté à la réalité. Donc, à noter que certaines populations sont plus fragiles que d'autres, donc comme les indépendants, comme je disais tout à l'heure, les moins de 40 ans et les plus de 50 ans, les personnes qui sont aussi en CDD, les intérimaires, les femmes seules avec enfants. Vous pouvez changer la slide, s'il vous plaît? Voilà, là, je vais passer rapidement sur ces fiches-là parce qu'elle va être présentée dans le cadre avec, les collègues de Prevlink, mais c'était le deuxième volet, de travailler avec les médecins du travail sur les conséquences, des traitements du cancer du sein, et pour donner des outils clés, auprès des médecins du travail pour pouvoir, mieux, orienter et accompagner, les patients.
Alors, je me permets d'ajouter quelque chose sur les médecins du travail. C'est qu'en fait, au niveau de l'axe enfin, au niveau du regard patient, c'est en fait, moi, je remarque qu'il y a beaucoup de patients qui ont peur de se confier au médecin du travail, alors que le médecin du travail peut être un allié. Donc, parce que bon, on sait qu'il y a le secret professionnel et puis ça peut être notamment une aide concrète, notamment pour obtenir le statut RQTH en accéléré, parce que la procédure normale, enfin quand on passe pas par le médecin du travail en région parisienne, il faut compter 1 an de délai. Et quand on passe par le médecin du travail, c'est 1 mois. Donc c'est considérable la différence. Et j'en profite pour dire qu'il y a un travail qui est en cours au niveau du prix d'Île-de-France autour de cette procédure accélérée. Donc, on reviendra vers vous potentiellement dans le cadre d'un atelier, justement, à destination des services de prévention de santé au travail sur cette fameuse procédure accélérée. Donc, c'est bien d'en parler. Merci. Voilà, et juste pour le diapo d'après, pour vous dire que notre travail est loin d'être fini, c'est juste pour vous dire que l'Institut Curie a le plaisir de faire partie de l'Institut hospitalo-universitaire des cancers des femmes et que c'est inscrit dans donc le retour, la vie professionnelle, la désinsertion professionnelle. On sait que les femmes sont plus impactées pour plein de raisons, hein. Elles ont 7 fois plus de risques d'être quittées, etc. Enfin, il y a beaucoup de facteurs d'inégalité concernant les femmes. Et donc, c'est un sujet qui va être repris dans le cadre de l'IHU pour travailler sur ces sujets-là. Voilà, c'est ça que je voulais transmettre pour dire qu'on n'est qu'au début de nos réflexions. Hop, cette partie-là, on l'a déjà faite. Il y a, Ah, pardon. il y a Eh une petite ben, erreur. Il y a une parfait. petite erreur. Et ben voilà, on Merci était beaucoup au pour bout. votre... Pardon. Et on Donc, est- Bah, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, pour aller plus loin, on aimerait donc connaître les avancées dans les autres établissements, donc voir les pistes d'action de façon à mutualiser les informations et voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin ensemble. Merci. eh ben, écoutez, un grand merci à vous deux. Alors, on a une personne notamment qui a levé la main. Je vous propose, je n'ai pas votre nom, parce que j'ai KF 2104AA, mais je vous Oui, laisse décrocher votre micro. docteur Kéromen, je vous ai mis d'ailleurs dans mon message à propos de la procédure accélérée. On a actuellement pas mal de départements qui ne veulent plus faire des procédures accélérées et ça nous pose des problèmes. Dans le 95, ils refusent des procédures accélérées. J'ai des personnes de Paris, mais qui habitent par exemple dans le Calvados. Ils ont refusé la procédure accélérée. Le 95 refuse des procédures accélérées. Il y en a plusieurs qui refusent, ils veulent plus de procédure accélérée. Alors, je trouve que c'est très ennuyeux parce que ça prend beaucoup de temps et quand il faut c'est vrai que quand on a un aménagement de poste qu'on peut mettre agent bénéficiant de la RQTH, c'est plus facile. Et là maintenant, il y a beaucoup d'endroits, ils demandent un dossier complet. D'accord. Alors, et justement, on est en train d'y travailler. Il y a un état des lieux qui est en train d'être réalisé en ce moment même auprès de l'ensemble des MDPH, alors franciliennes. Donc ça, c'est des travaux qui sont menés dans le cadre du PRIT, hein, justement. On a la CNSA aussi qui est à nos côtés pour ce travail d'état des lieux. L'idée, c'est justement de voir un petit peu quelles sont les pratiques à l'heure actuelle en Île-de-France sur ce sujet, quelles sont les particularités de chacune des MDPH, etc. Et voir si à terme on peut aller vers une procédure potentiellement commune à l'échelle de la région, ou en tout cas, même s'il y a des particularités propres à chaque MDPH, mais en tout cas une procédure qui soit la plus commune possible. Donc voilà, on reviendra vers vous assez vite sur ce sujet. Parce que On a bien conscience que c'était c'est un un sujet retour en clé. arrière. Avant, ça fonctionnait bien. Puis tout d'un coup, ils veulent plus de Et pourtant, on joignait les courriers médicaux, on joignait les comptes rendus des interventions, des choses. Et tout d'un coup, non, ils veulent plus. Bon, donc on va Ok, essayer de clarifier un petit peu ce point-là. Vous merci. faites bien de le signaler. On avait le docteur Bensé Fakolas qui souhaitait également intervenir. Oui, merci. C'était pour rebondir sur ce que vous veniez de dire. Je pense que ce serait intéressant, en même temps que vous fassiez votre cartographie, de voir aussi en regard les délais de traitement. Parce qu'il y a certaines régions où, effectivement, j'avais demandé à ce qu'on fasse une procédure accélérée via le médecin du travail, mais où les délais n'étaient pas longs, voire même il y a des régions qui connaissaient même pas, qui n'avaient même pas mis en place ce type de dispositif. Alors, je parle pas de la grande couronne de la région parisienne, parce que là, c'est autre chose, mais je pense au Calvados notamment, ou en Normandie, j'avais eu des départements où ils n'avaient même pas connaissance de cette procédure. Donc c'est intéressant de voir par rapport à votre étude, par rapport aussi au délai de traitement, parce que peut-être que ce n'est pas utile dans certaines antennes. Oui, tout à fait. Ça fait partie des Voilà. questions qu'on pose. Alors, et du coup, on essaiera d'avoir des éléments quantitatifs sur ce sujet.
Alors, je suis obligé d'arrêter les prises de questions là. On y reviendra tout à l'heure. On aura un petit temps de questions-réponses tout à l'heure, promis. Simplement, donc, d'abord pour remercier le docteur Renaud Tessier et Madame Desmarais pour leurs interventions. Un grand merci à vous pour la clarté de vos interventions respectives. Et puis, voilà, il y a des petites questions dans le chat qui arrivent. N'hésitez pas à les poser. On peut peut-être y apporter quelques éléments de réponse avant de revenir tout à l'heure dessus. Et puis donc un grand merci aussi, j'en profite au docteur Renaud Tessier, qui Ouais, je dois vous normalement ne quitter. devait pas être C'est ça, disponible, doit je dois partir vous très quitter. vite. Donc un grand merci à vous d'avoir quand même pu être des nôtres cet après-midi. Voilà. Et je pourrais répondre aux questions s'il y en a pour moi a posteriori par mail s'il y avait besoin. Et effectivement, je dois vous quitter. Merci infiniment. Avec Très plaisir, bonne très fin bon après-midi à d'après-midi. vous et Bonne encore soirée. merci. Au revoir. Je vous propose de poursuivre en laissant la parole au docteur Jouini, qui va nous parler du rôle des services de prévention et de santé au travail dans l'anticipation et l'accompagnement au retour à l'emploi, et notamment les différents outils qui sont les vôtres dans l'accompagnement de ces situations. Docteur Bonjour à Jouini, tous. je vous laisse la parole. Ouais. Merci Et je vous laisse même beaucoup. le partage d'écran. C'est ce qu'on Oui, s'est dit tout oui. à l'heure. Bon, bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Jouini. Je suis médecin du travail chez Prevlink. Prevlink qui est l'ex-CMIE SEST Amétif, donc service de santé numéro 2 en Île-de-France. Je partage mon écran. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, pas encore. Pour le moment, on vous voit vous. Ah. Euh, Et là? Toujours pas, toujours pas, c'est le suspense. The way Euh, is, Pourtant, ça a attendez. marché tout à l'heure quand on faisait les petits tests Oui, techniques. bah, c'est toujours comme ça, vous savez, hein. Exactement, les aléas du C'est direct. toujours comme ça, les aléas du direct. Voilà, et Là, là, je pense qu'on est pas mal. Hop, c'est bon là pour vous? Super. exactement. Eh bien, parfait. Alors donc, je disais que j'étais le docteur Jouni, que j'étais médecin du travail depuis plus de 21 ans, et donc chez Prevlink, Prevlink existe, ce nom existe depuis quelques semaines là, hein, c'est très, très récent. Donc, c'est un service de prévention et de santé au travail qui suit 652 000 salariés, donc parmi eux certains qui ont un cancer, 34 000 entreprises adhérentes et 570 collaborateurs chez Prevlink. On a 32 centres en Île-de-France. Donc, accompagner le retour à l'emploi pendant et après un cancer. Comment ça se passe pour le médecin du travail? Le patient était donc dans un service de soins et puis arrive la première consultation avec le médecin du travail. Il faut savoir que cette consultation est particulière pour le patient qui redevient, qui remet une casquette de salarié. Et que cette consultation, c'est le premier pas vers l'entreprise. Il faut le savoir, le médecin du travail représente aussi l'entreprise, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Desmarais, et cette consultation permet donc cette posture de malade à la posture de salarié. On va voir ce que ça veut dire salarié, mais on passe d'une posture à une autre. Et il faut savoir que c'est pas un hiatus, hein, il n'est pas 100% patient et puis 100% salarié. Les choses vont un petit peu se mélanger. Ce qui est rapporté lors de cette première consultation par les salariés patients, c'est que ça les stresse, qu'ils n'ont pas dormi de la nuit la veille de la consultation, qu'ils ont eu du mal à prendre du temps. Ils ont pris du temps pour prendre rendez-vous avec nous souvent. J'aime bien cette image-là que je vous ai projetée parce qu'on voit l'image de la salariée, là, de la patiente, pardon, qui est dans son lit, qui regarde son personnage de salarié face à son bureau. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir cette première consultation. Alors, quels sont les motifs de cette première consultation? Elle peut être étiquetée comme étant visite de pré-reprise ou visite de reprise. Or, selon visite de pré-reprise, donc le salarié est encore en arrêt de travail et visite de reprise, il est censé être en reprise de travail. Eh bien, on n'a pas le même temps pour organiser la suite si on voit le salarié en visite de pré-reprise ou en visite de reprise. Qui peut demander cette visite? Ça peut être le médecin de soins, ça peut être le salarié lui-même ou ça peut être le médecin conseil de la CPAM. Et en fonction du moment où on voit le salarié, eh bien alors on n'a pas le même tempo ni pour le salarié, ni pour le médecin du travail, et ni pour l'entreprise qui devient la troisième partie là, dans ce moment-là. Les points abordés lors de cette première consultation sont bien entendu la pathologie, le point d'étape, quels ont été les traitements qui ont été
qui ont été appliqués aux patients, quels sont les traitements actuels, quels sont les effets secondaires de la pathologie et ou des traitements, les effets secondaires des traitements avec les nausées, les douleurs, le chemobrain, les syndromes anxio-dépressifs, la prise de poids ou la perte de poids, quelle est la situation familiale actuelle du salarié, c'est important pour la suite. Est-ce qu'il y a une activité une activité sportive actuellement? Quels sont les soutiens familiaux et amicaux du patient salarié? Quels sont les soutiens professionnels dont ont pu bénéficier les patients lors de leur arrêt de travail? Et quelles sont les relations avec les collègues, le manager et les RH? On va parler tout à l'heure de la visite de liaison. Et puis, quelle est la situation sociale du salarié à la fois en termes d'invalidité, de RQTH, on en a parlé, et puis aussi les problèmes financiers qui peuvent être subis par le salarié patient. Alors, j'ai du mal à dire salarié ou patient, vous voyez, c'est ce moment de passage-là, ce moment de passage de flambeau, en sachant que pour moi, en tant que médecin du travail, c'est un salarié, hein. On parlait de la partie financière, ils n'en parlent pas toujours, les salariés, donc on doit aller creuser cette question-là, nous, parce que souvent, par exemple, les IJSS sont versés tardivement et ça peut impliquer un certain nombre de difficultés derrière. Si le salarié est vu en visite de pré-reprise, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'établir un plan de reprise sur le même modèle que le plan de soins dont il a bénéficié à l'hôpital. C'est intéressant de faire ce parallèle-là avec le salarié. Et puis, c'est le moment d'explorer avec le salarié ce que sont pour lui les points positifs, les points forts dans son travail, dans son entourage de travail, qu'est-ce qui lui semble facile, qu'est-ce qui lui semble faisable, et d'explorer cela avec lui. Et puis, les points qui sont faibles ou qui sont difficiles pour lui, qu'est-ce qui l'inquiète dans son travail aujourd'hui? Alors, explorer ou écouter, ça ne veut pas dire forcément faire exactement ce que dit le salarié, hein, ça veut dire vraiment être dans cette écoute, essayer de reformuler la situation et puis essayer de proposer des solutions, voire parfois de dégoupiller des croyances que peut avoir ce salarié-là. C'est un temps qu'il faut vraiment prendre, qui est extrêmement important, parce que si on loupe ce temps-là, on va probablement louper la suite, à mon sens. Qu'est-ce qui peut être proposé aux salariés? On peut lui proposer, parfois ça arrive, moi j'ai 21 ans d'expérience, ça ne se voyait pas il y a 21 ans, mais parfois maintenant ça arrive de voir une reprise à temps complet, ça peut arriver, c'est pas la majorité des cas, mais ça peut arriver, hein, vous en avez parlé tout à l'heure. Une reprise en temps partiel thérapeutique, qui est un dispositif qui est très puissant, qui permet vraiment une reprise en douceur de l'activité du salarié, et puis avec une montée progressive de la quotité de temps. Je dis ça parce que parfois le médecin de soins note temps partiel mi-temps thérapeutique pendant 4 mois, par exemple. Bon, avoir la quotité de travail, la quotité du temps c'est le médecin du travail normalement qui la note en aménagement de poste, et elle est à explorer là aussi avec le salarié et à expliquer dès le début. Je pense que c'est plus raisonnable de faire quelque chose qui soit comme ça progressif plutôt qu'un 50% et puis après un 100%. Un aménagement de poste qui peut être proposé, alors l'aménagement de poste, ça peut être vraiment très très large, ça peut être en termes d'horaire, en termes de pause, en termes de tâches, en termes de jours de travail, en termes de matériel ergonomique, et puis aussi le télétravail qui maintenant est rentré en force depuis 2020. Là aussi, un petit bémol, on a parfois des certificats médicaux avec télétravail 100%, ce genre de choses. Là aussi, c'est quelque chose qui a exploré entre le salarié et le médecin du travail, parce que le médecin du travail a la connaissance du milieu de travail et du poste de travail du salarié, et il vaut mieux explorer avec lui cette partie-là. S'il s'agit d'une visite de pré-reprise, on peut intégrer l'employeur, même si on est en pré-reprise, parce qu'on est en capacité, médecin du travail, de faire des recommandations qu'on peut envoyer à l'employeur avant même la reprise de travail, avec l'accord du salarié. Il nous faut l'accord du salarié, mais ça permet d'ouvrir la discussion, voilà, avec les différentes parties. On peut demander un échange. Alors, nous, en tant que médecin du travail, on peut faire un échange employeur pour discuter de cette reprise de travail, bien sûr en respectant le secret médical, mais en discutant des différents aménagements de poste qui pourront être mis en place. Et puis, il faut
préconiser manu larga le rendez-vous de liaison. C'est un dispositif qui nous a été mis en place par le législateur, un dispositif extrêmement puissant qui permet la reprise de dialogue entre le salarié et l'entreprise. Le service de santé au travail peut être présent lors de son rendez-vous de liaison ou pas, ça n'est pas une obligation, mais à mon sens, le service de santé au travail doit servir de rôle de médiateur dans cette reprise de travail. Alors, ça peut se faire soit parce qu'on est vraiment présent lors du rendez-vous de liaison, soit parce qu'on va discuter avec le salarié pendant une consultation, et puis discuter après avec l'employeur, et permettre ce dialogue qui ne peut être que bénéfique à la fois pour le salarié, bien sûr, mais aussi pour l'entreprise. L'entreprise, à la fois le DRH, le manager et l'équipe qui va accueillir à nouveau le salarié. Donc, c'est extrêmement important de voir au plus tôt le salarié même quand il est encore en arrêt de travail. C'est extrêmement puissant. On voit qu'il y a une vraie différence entre les salariés qu'on a vus en amont, avec qui on va préparer un certain nombre de choses, et puis celui qu'on va voir le jour J, voilà, où personne n'est prêt, ni le salarié, ni le médecin du travail, ni surtout l'entreprise. Les autres dispositifs qui existent, eh bien, ce sont les essais encadrés. Là aussi, c'est extrêmement puissant ce dispositif-là. Et puis, les conventions de rééducation professionnelle en entreprise. Alors, les essais encadrés, ça permet d'évaluer une compatibilité d'un poste avec l'état de santé du salarié. Soit on va tester sa capacité à reprendre son ancien poste, soit on va tester un aménagement de poste, on va pouvoir tester un nouveau poste dans son entreprise ou dans une autre entreprise, ou de préparer une reconversion professionnelle. Donc là aussi, ça permet de tricoter sur mesure une reprise de travail avec le salarié en fonction de ce qu'il vit. Alors, attention à l'inaptitude. Il y a aussi l'inaptitude qui peut être malheureusement envisagée, ça peut arriver, même si il y a une évolution ces 20 dernières années, et il y a 20 ans, il y avait très souvent des inaptitudes qui étaient prononcées pour un salarié qui avait eu un cancer. Ça arrive de moins en moins aujourd'hui. Alors, ça dépend du cancer, bien entendu, des traitements, du poste de travail, mais il y a vraiment une belle évolution là, ces 20 dernières années, et c'est très intéressant. L'inaptitude, il faut qu'elle soit médicale, bien évidemment, parce que, on l'a dit tout à l'heure, le cancer est un moment de vie, il y a un avant, il y a un après. Et puis, c'est un moment de réflexion aussi pour le salarié. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment je vis ma vie? Qu'est-ce qui se passe par ailleurs dans ma vie? Et il faut discuter de cette inaptitude en fonction vraiment de cet état de santé et du poste de travail, parce qu'il y a d'autres dispositifs aussi qui peuvent être utilisés, les reconversions professionnelles, l'utilisation du CPF, etc. Il n'y a pas que l'inaptitude, voilà, il faut un peu moduler les choses. Dans les services de santé au travail, nous avons la chance d'avoir une équipe pluridisciplinaire qui entoure le médecin du travail, équipe pluridisciplinaire qui est animée et coordonnée par le médecin du travail. Et cette équipe, il faut la mettre à contribution parce qu'elle va permettre aussi d'ajuster au mieux la reprise de travail du salarié lorsqu'il y a une reprise de travail possible. Les études de poste qui peuvent être mises en place, les aménagements qui sont possibles ou pas dans l'entreprise, les aides financières qu'on peut mettre que l'entreprise peut déclencher pour faire ces aménagements de poste-là. Dans l'équipe pluridisciplinaire, nous avons des assistantes sociales parce qu'il ne faut pas oublier que les TPE, enfin les grosses entreprises ont des assistantes sociales qui les aident, mais la plupart, notre tissu d'entreprises, ce sont plutôt des TPE et des PME qui n'ont pas ces assistantes sociales, qui n'ont pas un service social à disposition. Donc, c'est extrêmement important que nous utilisions, nous, notre service social. Et par ailleurs, le fait d'utiliser ainsi l'équipe et l'assistante sociale, ça permet à l'entreprise d'apprendre aussi un certain nombre de choses pour les prochains salariés. On fait de la prévention primaire aussi pour les autres. Et puis, nous avons aussi nos psychologues du travail qui peuvent aider le salarié, même si par ailleurs, en général, il est pris en charge. Mais on peut faire un petit focus spécial travail avec nos psychologues du travail qui connaissent bien le sujet. Le lien avec l'entreprise, donc le médecin du travail peut préparer ou assister au rendez-vous de liaison, peut discuter de l'aménagement de poste, on est le meilleur visir de ces aménagements de poste. Que
Que peut-on faire en prévention primaire? C'est discuter, et c'est normalement notre cœur de métier, préparer les équipes RH à aborder la problématique du cancer d'un salarié, hein. Comment on fait pendant son arrêt de travail? Quelle est l'attitude à adopter? Comment accueillir le salarié lorsqu'il revient en entreprise? Quel accompagnement RH il faut mettre en place? Comment préparer les équipes et surtout comment préparer le manager parce qu'il est censé coordonner lui aussi un certain nombre de choses. Et puis, comment on mobilise la mission handicap lorsqu'il y en a une et s'il y en a besoin dans les entreprises qui en ont une. Et puis, utiliser tout ce qui est prévention, les campagnes de prévention santé, hein, Octobre Rose, Mars Bleu, etc., parce que ça fait partie de la RSE dans les entreprises. Petit focus pour la fonction publique, que je ne connais pas forcément très bien, mais la protection des salariés et des agents est un tout petit peu moins protectrice, hein, pour les agents parce que ils passent parfois en congé grave maladie ou en congé longue maladie. Ce congé-là peut aller jusqu'à 3 ans, mais il faut savoir qu'après 12 mois, le salarié passe en demi-traitement et qu'il est un tout petit peu moins protégé que les prévoyances des entreprises privées et qu'il faut absolument le remettre en lien avec son UGD, l'unité de gestion directe ou l'assistant RH de son service et du service social. Parce que là, pour le coup, ils ont des services sociaux qui peuvent les aider. Autre chose, le médecin du travail doit se mettre en partenariat, comme on le fait là, avec les services de soins. C'est extrêmement puissant aussi d'avoir ce partenariat-là pour l'aide du salarié. Et puis, par exemple, Prevlink, le docteur Reynaud l'a dit, on a mis en place un partenariat avec l'Institut Curie, ce qui a permis la rédaction d'un document pour le médecin du travail, pour lui dire pour indiquer au médecin du travail quelles sont les conséquences d'un cancer et de son traitement. Ça nous permet, nous, de savoir un peu plus, de permettre de faire une adaptation de poste en fonction de l'état de santé qu'on peut ressentir. Et puis, des médecins du travail assistent par exemple, des groupes de parole pour les salariés patients qui ont un cancer. Alors, le document en question, je ne sais pas si je vais pouvoir le projeter, s'il s'ouvre ou pas. Non, il ne s'ouvre pas là, super. On vous le mettra, à disposition. Ouais, s'il peut Et le c'est partager, on pourra tout à fait le mettre voilà. en téléchargement. Hein. Et donc, ça explique au médecin du travail tout ce que traverse le salarié, le patient, hein. Après une chirurgie, qu'est-ce que ça donne, par exemple, le curage axillaire, les névralgies cervico-brachiales, l'image de soi pendant la chimiothérapie, après la chimiothérapie, les traitements hormonaux, qu'est-ce que ça peut donner comme symptômes, les radiothérapies, etc. Donc, c'est un document qui est intéressant pour le médecin du travail pour avoir un peu une idée des conséquences du traitement. Et bien voilà. Et puis, surtout, ne pas oublier une réévaluation de l'état de santé du salarié parce qu'en fait, on ne va pas avoir une progression comme ça linéaire, X égale Y, pas du tout. Il va y avoir des hauts et des bas. D'ailleurs, moi, que j'indique souvent aux salariés lors de la première visite et lorsqu'on envisage une reprise, je leur dis là, vous êtes plutôt en forme, vous avez plutôt envie, vous êtes content de reprendre parce que vous avez l'impression enfin, vous quittez l'hôpital pour reprendre entre guillemets une vie normale. Je mets des guillemets parce que qu'est-ce que ça veut dire une vie normale? Et puis, bah, vous allez partir comme ça, bienveillant, et puis il va y avoir des moments où ça va être un peu plus compliqué parce que vous allez être confronté à une fatigue, vous allez être confronté à des difficultés, mais c'est pas un chemin droit. Et si on leur dit à l'avance que ça va être compliqué, moi je leur dis que lorsqu'ils reprennent le travail, les 2 premiers jours, ils sont plutôt bien, et puis après, pendant 3 semaines, ils sont très fatigués. De leur dire ça à l'avance, d'abord, ça les déculpabilise, et puis de savoir que ça va arriver, bah, ils se préparent à ça, et ils ont moins le moral qui tombe dans les chaussettes. Les réassurer, hein, parce qu'effectivement, tout ce que vous avez dit, Madame Desmarais, tout à l'heure, la confiance en soi peut être diminuée, de reprendre le travail, de se dire, je suis avec des personnes qui sont bien portantes. Ben, moi, j'ai traversé quelque chose de nouveau et est-ce qu'on me comprend ou pas? Tout ça, c'est de travailler avec eux là-dessus. Et puis de rester en lien avec le médecin de soins, que ce soit l'oncologue ou le médecin traitant. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on va parler du déconditionnement, on va parler du reconditionnement et il faut faire le lien avec les différents médecins qui entourent le salarié patient. Voilà, mais je vous remercie de votre attention postprandiale. Merci beaucoup, docteur Jouini.
pour ces propos très clairs. Vous avez vu notre fil conducteur, c'est-à-dire qu'il y a… Non, j'ai pas lu les Non, questions, mais bah, pardon. on va Oui. vous les relayer effectivement avec Marion. Marion, je te laisse la main. Donc oui, on a eu quelques petites questions dans le chat, notamment une question sur les leviers que le médecin du travail a à disposition pour créer la confiance et le passage à l'acte, notamment quand la personne elle passe de ce statut de patient à de nouveaux salariés. Donc, quels sont Déjà, si on a l'air de se connaître, enfin, il faut lui dire qu'on sait ce qu'il a traversé, il faut lui parler de sa pathologie, il faut déjà être sûr en tant que médecin, déjà, mais on n'est pas médecin de soins, mais de connaître la pathologie, de savoir ce qu'il a traversé, et puis de lui dire qu'on connaît l'entreprise, qu'on connaît son employeur, et voici tous les outils qu'on peut mettre à disposition. Il faut le rassurer sur le fait que c'est pas, vous êtes patient à 100%, vous passez salarié à 100%, comme s'il ne s'était rien passé, et qu'on va l'accompagner là-dessus. Qu'on va l'accompagner. Enfin, après, c'est une consultation de médecine du travail habituelle, hein. On donne confiance pour un certain nombre d'autres sujets autres que le cancer, mais de parler à la fois. Et je pense que c'est important que le patient salarié voit qu'on sait de quoi on parle déjà, hein, qu'on connaît d'un côté le côté médical, parce que souvent on est taxé comme, enfin, on a l'impression qu'on n'est pas des médecins et qu'on ne connaît pas les pathologies. Bah, déjà, rassurons-les sur le fait qu'on connaît la pathologie, et puis d'autre part, de le rassurer sur le fait qu'on connaît l'entreprise. C'est notre plus-value à nous, hein, c'est de connaître en plus l'entreprise, et de dire qu'on va avoir ce passage de relais-là, de le rassurer sur le secret médical aussi, parce que parfois ça peut être compliqué ça. Voilà, et de lui dire que nous ne sommes pas non plus l'entreprise, c'est-à-dire que quand ils viennent dans notre cabinet, ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire quand ils nous disent mais moi j'ai pas dormi de la nuit la veille de la consultation, ils ont vraiment peur, ils arrivent, ils sont comme ça, ils ont du mal, et on voit au fur et à mesure de la consultation, lorsqu'on les met à l'aise, que voilà, on peut poser les armes, on peut dire les choses. Et puis voilà, c'est une discussion. On n'a pas la solution toute prête avant même qu'ils arrivent et qu'ils s'assoient dans notre bureau. C'est quelque chose qu'on co-construit à trois, parce qu'il y a d'un côté le salarié, de l'autre côté l'entreprise et les médecins du travail. Ça se co-construit à trois, et de remettre ce lien-là. Et le rendez-vous de liaison, par exemple, ça me manquait vraiment, et c'est quelque chose qu'il faut que nous, qu'on plébiscite et à qui on doit donner de la publicité, parce que ça permet cette reprise de dialogue qui peut être difficile, qui peut être crainte de part et d'autre, hein. L'employeur aussi peut craindre ce dialogue-là. Pardon. peut-être une dernière petite question. Il y en a d'autres dans le chat, mais je vous laisserai peut-être y répondre. Il y a une personne qui demandait, les patients souvent demandent s'ils doivent communiquer avec leurs collègues sur leur pathologie. Est-ce que vous avez un conseil là-dessus? Je n'en ai pas, c'est vraiment au cas par cas. Je demande au salarié ce que lui veut, ce qu'il souhaite, comment il est par rapport à ça, qu'est-ce qu'il veut dire, comment le dire. Alors, je peux les aider s'ils veulent communiquer, je peux les aider sur les éléments de langage, par exemple. Mais vraiment, j'explore avec chaque salarié, il n'y a pas de réponse toute prête, toute faite. Il n'y a pas de Merci. réponse toute faite. Alors, parfois, il faut savoir qu'ils savent ce qui se passe, parce que les arrêts de travail, lorsqu'ils sont faits, par exemple, par l'Institut Curie, il y a marqué Institut Curie, hein, bon, c'est pas toujours le cas, hein, mais donc c'est pas, mais parfois ils le savent, même si le salarié ne l'a pas dit, même si personne n'a violé le secret médical, bah, il y a le tampon, donc ils le savent. Donc ça, j'explore ça avec chaque salarié. C'est vraiment chacun son histoire. C'est chacun son histoire. C'est comme pour les RQTH, c'est la même chose. Il y en a qui veulent qu'on le sache et d'autres qui ne le veulent pas. Merci beaucoup. Et oui, le temps partiel thérapeutique n'est pas obligatoirement précédé d'un arrêt de travail. Et ça fait plusieurs années qu'on peut faire un TPT sans arrêt de travail au préalable. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup, docteur Jouini, pour ces propos très clairs. Je vous propose qu'on poursuive notre déroulé. Alors, vous avez compris, hein, ce fil conducteur où on est parti finalement d'une introduction avec Madame Brissot qui permettait de poser le cadre des particularités du retour à l'emploi après un cancer. Nous avons ensuite abordé les actions qui pouvaient être conduites par les établissements qui accompagnent les patients au moment de la maladie, au moment du soin et de l'après-maladie. Et puis, on vient d'évoquer avec le docteur Jouini, on avance dans le temps finalement. On a évoqué avec le docteur Jouini finalement le rôle et l'accompagnement qui peut être celui des services de prévention de santé au travail et des différents outils qui sont les leurs.
notamment légaux ou en termes d'accompagnement ou d'organisation interne. Et donc, on continue notre cheminement en allant cette fois-ci évoquer les différentes actions, les différentes ressources qui sont à la disposition des services de prévention de santé au travail et des patients dans ce parcours de retour à l'emploi. Et donc, nous voulions faire un zoom à la fois sur les actions qui sont mises en place, les ressources mises en place et proposées par l'INCa, et puis les actions qui sont proposées d'accompagnement par la Ligue. Donc, dans un premier temps, je vais donner la parole à Madame Judith Koster, qui est donc chef de projet démocratie sanitaire au sein de l'INCa, pour nous présenter les différentes ressources déployées par l'INCa. Et simplement, Judith, je ne me souvenais plus, est-ce que c'est moi qui partage mon écran Ouais. ou est-ce que c'est ouais, c'est moi? OK. Donc, je vous suis. Ok, eh ben, bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Je vais commencer par vous parler un petit peu de l'Institut national du cancer, parce qu'on se rend compte que c'est pas forcément connu par tous. Donc, rapidement, l'Institut national du cancer, donc c'est une agence publique d'expertise sanitaire et scientifique en cancérologie. Et l'Institut il est chargé de coordonner les actions de lutte contre les cancers. C'est la seule agence sanitaire française dont les actions sont entièrement consacrées à une pathologie. Il n'y en existe pas d'autres en France. Il aborde l'ensemble des champs de la cancérologie, à savoir la prévention, le dépistage, la recherche fondamentale et clinique, le parcours de soins. Et puis, pour donner un cap à notre action, on a une stratégie décennale de lutte contre les cancers, donc qui court sur 10 ans. Et les actions qui sont destinées à améliorer le maintien et le retour à l'emploi des personnes atteintes de cancer, elles sont détaillées dans l'axe 2 de la stratégie. Voilà, pour fixer un peu le cadre. La slide suivante. Donc là, pour vous expliquer un peu comment est portée la thématique cancer et emploi à l'INCa, comme c'est une thématique qui est très transverse, elle est abordée par différentes équipes au sein de l'Institut. Au sein du département des sciences humaines et sociales, c'est nos collègues qui questionnent, par exemple, les conditions de travail des personnes atteintes de cancer en entreprise, les comportements au sein de l'entreprise. Ils peuvent également mener des appels à projets pour comprendre les mécanismes en cours au sein des organisations. Et puis, au niveau de la mission démocratie sanitaire dans laquelle je travaille, la démarche sur la thématique cancer et emploi, elle consiste vraiment à capter un retour de terrain qui est apporté notamment par les organisations qui sont membres du club des entreprises et puis qui nous permet d'avoir de l'information sur le vécu en entreprise. Enfin, on va dire en organisation parce qu'on n'est pas du tout que sur de l'entreprise privée. Mais voilà, il s'appelle le club des entreprises. Donc actuellement, on a près de 90 entreprises privées et publiques, organisations, qui se sont déjà engagées à signer la charte cancer et emploi. Donc c'est la charte qui est la porte d'entrée au club des entreprises. Le club des entreprises, il existe depuis une dizaine d'années. Donc, au début, on était vraiment sur de l'information et puis des outils qu'on peut mettre à disposition des organisations. Et puis, en fait, on se rend compte maintenant que l'enjeu, il n'est pas seulement de donner de l'information et sur les dispositifs existants et d'outiller les entreprises, même si évidemment c'est fondamental. Mais notre enjeu à nous maintenant, c'est vraiment de soutenir le passage à l'action. Parce qu'on se rend compte que si l'organisation, elle permet pas une certaine agilité, mais ce qui a été dit précédemment, l'information sur les dispositifs existants, ça sera pas suffisant en fait pour éviter une rupture de contrat d'une personne, par exemple sur un métier qui est physique. Je pense à des personnes qui travaillent dans le bâtiment, des livreurs ou des intermittents du spectacle qui reviennent après un arrêt de travail. Ça suffira pas qu'ils aient juste des informations et dispositifs. Là, on pousse vraiment en fait à du passage à l'action par des expérimentations, par exemple. Du coup, pour favoriser ce passage, non, ouais, on est toujours sur la même slide. Pour favoriser ce passage à l'action, on propose des ateliers de travail sur des sujets qui sont amenés par les organisations du club des entreprises. Donc, par exemple, comment conduire un état des lieux, des actions qui sont déjà menées au sein de mon organisation. Ça peut être aussi comment mieux définir un besoin d'accompagnement. Quel prestataire une fois qu'on a mieux défini son besoin d'accompagnement, en fait, quel prestataire et puis quels sont les critères pour bien choisir son prestataire. Et puis, on peut aussi proposer de l'expérimentation en mettant en relation des organisations du club avec des équipes qui interviennent dans l'organisation du travail. Donc, du coup, l'INCa peut compter sur un écosystème qui est assez riche et qui est composé par exemple, de chercheurs en sciences sociales, d'oncologues, de médecins du travail, de professeurs en management des organisations et la plupart font partie d'un comité d'orientation cancer et emploi qui est tout récent, qu'on a créé en fin d'année 2023.
Et donc, ce comité, c'est vraiment un gage méthodologique et scientifique qui est proposé au Club des entreprises. Et puis, c'est aussi, du coup, ça nous permet d'avoir une diversité d'acteurs qui est impliquée sur la thématique du maintien et retour en emploi. Parce que c'est un sujet qui est, vous l'avez dit, hein, qui peut être technique et qui touche à la législation et puis bon, à plein d'autres sujets. Et nous, on a vraiment besoin à l'INCa de ce collectif pour être sûr, tout simplement, de ne pas être à côté, hein, parce que c'est pas forcément notre cœur de métier, nous, en tant qu'agence sanitaire. Donc, ce collectif, il nous permet d'outiller le Club des entreprises, donc d'un appui scientifique et réglementaire sur le sujet, d'assurer une veille scientifique sur la thématique et puis aussi d'être force de proposition, par exemple sur des nouveaux axes ou des formats d'action à déployer et à mettre à disposition des organisations du club. La slide suivante. Donc, le Club des entreprises, il accueille toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, quelle que soit leur taille et leur territoire d'implantation. Et l'idée, c'est vraiment de faire du partage d'expérience, puis de pouvoir aussi banaliser les difficultés qu'on rencontre, qu'elles rencontrent, et puis de pouvoir ensemble voir des solutions possibles. Donc, très concrètement, c'est deux rendez-vous dans l'année qui permettent de se retrouver en distanciel ou en présentiel. On essaie de faire un rendez-vous à distance et un rendez-vous en présence, et pendant lequel on fait intervenir des experts donc des multiples domaines. Ça permet d'avoir une vision vraiment élargie sur un sujet aussi transversal que celui du maintien et du retour en emploi. Entre les clubs, on peut organiser des ateliers de travail qui répondent donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à des problématiques qui sont soulevées par les entreprises. Et la charte dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle est issue d'un de ces ateliers de travail. Elle a été rédigée par les organisations membres du Club des entreprises. La slide suivante. Donc, comme je vous le disais, maintenant, on est vraiment dans une phase de soutien et de passage à l'action dans les organisations, donc via, par exemple, le lancement d'appels à projets. Donc, pour vous en dire quelques mots rapidement, donc on a lancé un appel à projet cancer et emploi en 2021. Là, l'objectif, c'était vraiment de mieux informer, de pouvoir aiguiller et d'accompagner la personne touchée par un cancer. On a reçu, il y a une dizaine de projets qui ont été lauréats de cet appel à projet, avec des propositions d'accompagnement pluriprofessionnel, par exemple des propositions de guichet unique, une coopération interprofessionnelle médicale, etc. Et on va lancer très prochainement un nouvel appel à projet cancer et emploi donc, pour 2024, avec là pour objectif vraiment de mobiliser les milieux du travail, avec de l'expérimentation au sein des organisations publiques ou privées, donc vraiment en immersion, pour comprendre là vraiment le fonctionnement actuel, les leviers, les contraintes, les freins au maintien ou au retour en emploi, des personnes qui sont atteintes d'un cancer. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre une co-construction avec les acteurs de l'organisation qui va accueillir l'expérimentation et puis le porteur de projet qui va mener l'expérimentation sur le terrain de l'entreprise. Voilà, donc oui, non, vous allez un petit peu vite, je crois que... Ouais, voilà. Et puis, non, mais en même temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc toujours dans cette optique de soutien, passage à l'action, les ateliers pilotes, mais je vous en ai parlé tout à l'heure, donc on peut effectivement passer à la slide suivante. Donc, notre rôle en tant qu'agence sanitaire publique, c'est aussi, et puis surtout, de partager de l'information à destination des différentes parties prenantes impliquées dans le maintien et retour en emploi. Donc, on le fait essentiellement par l'intermédiaire de notre site internet e-cancer. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples de livrets qui ont été produits par les organisations membres du Club des entreprises. Donc, par exemple, le livret mots et attitudes face à la maladie, qui a pour objectif de donner quelques clés pour trouver les mots et les attitudes justes vis-à-vis d'un collaborateur atteint de cancer. Et puis, il y en a d'autres que vous pourrez trouver sur le site dans la rubrique qui s'appelle « Boîte à outils ». Et puis enfin, juste parce qu'on vient de la terminer, on en est quand même assez fiers, on vient de travailler donc à une cartographie des dispositifs de maintien et retour en emploi qui sont mobilisables à la fois par les travailleurs et puis par les employeurs. C'est un document qui permet d'avoir un état des lieux des acteurs impliqués dans les dispositifs existants. La slide suivante. Donc là, voilà, encore une fois, c'est des exemples de production des documents qui s'adressent au grand public et donc à tous les collaborateurs. Donc, c'est important aussi qu'on puisse le dire parce que c'est sur notre site internet, mais c'est pas, on a un site internet qui est très riche et
on rappelle à chaque fois qu'il y a ces productions qui sont disponibles. Et donc, vous pouvez les utiliser gratuitement pour promouvoir la santé sur votre lieu de travail et puis pour diminuer le risque d'être un jour confronté à la maladie. La slide suivante. Ah oui, donc voilà, là, c'était pour vous donner du coup à voir les pages qu'on vient de créer, qui sont dédiées aux principaux dépistages des cancers, notamment cancer du sein, du col de l'utérus et colorectal. Voilà, je ne crois pas qu'il y ait d'autres slides. Voilà. Ouais, tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Madame Coster. C'est vraiment important de connaître le champ d'action et d'intervention de l'INCa et puis de mettre en évidence à la fois les actions que vous engagez auprès des employeurs et vous avez évoqué finalement les partenaires qui interviennent et qui peuvent participer à ces temps de travail collectifs, dont des médecins du travail, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et j'en profite pour dire que j'ai mis le lien vers le site www.cancer.fr. Donc, c'est dans le chat, hein, n'hésitez pas à cliquer dessus pour aller voir les différentes ressources qui ont été mentionnées par Madame Coster. Et dans ce panorama des différentes ressources qui sont mobilisables auprès de la personne qui est concernée, on vous proposait donc de redonner la parole à Madame Plixot qui a fait l'introduction de cet atelier, justement pour présenter les différentes actions qui sont portées et mises en œuvre par la Ligue. Je vous laisse la parole, Madame Plixot. Et je vous laisse réactiver votre micro. Oui, allez. Me voilà. Voilà. Là, on va peut-être passer à ça, à celle d'après, la slide d'après. Voilà, Alors, en fait, c'est attendu et voulu le retour au travail parce que c'est quelque part retrouver le cours normal. Alors, normal entre guillemets, évidemment, mais enfin bon, c'est un point important. En même temps, l'environnement a pu changer si on s'est absenté pendant plusieurs mois. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le salarié aussi a changé. Il a évolué, il a pensé à plein de choses, il a changé peut-être les priorités dans sa vie. Le regard des autres peut être difficile à vivre. Tout dépend aussi de la communication qui a pu être faite. La peur des autres, parfois, qui empêche les autres de parler ou de s'en inquiéter. Et puis, les effets secondaires des traitements, on les a décrits, la fatigue, le sommeil, les problèmes de mémorisation, de concentration, j'en parlerai un peu tout à l'heure, qui sont des choses dont on parle peu, mais qui existent. Ça peut compliquer le retour. Si on suit la slide suivante. Alors, vous avez dit tellement de choses que je vais aller très très vite. Pour le salarié, moi je dirais que de toute façon, d'une manière générale, l'important c'est de garder le lien, on le verra tout à l'heure. Mais pendant l'arrêt, évidemment, il faut intégrer la période de convalescence du côté du salarié, anticiper le retour, tout ça a été complètement décrit. Reprise progressive, médecin du travail, on a tout entendu, c'est très complet. Donc, on peut aussi passer à la partie de l'employeur. Pour l'entreprise, là encore, maintenir le lien avec le salarié, le manager, les ressources humaines, les collègues. Moi, ce que je constate, c'est que très souvent, ce sont les collègues qui restent en lien. Il y a très souvent un petit groupe qui est là, qui est présent, qui parfois organise un rendez-vous, un déjeuner tous les mois. Enfin, il y a quelque chose peut-être de plus facile avec les collègues. Et le manager, c'est très important aussi qu'il suive. Son rôle au manager, c'est aussi de sensibiliser l'équipe, c'est-à-dire on ne doit pas rester dans le silence. C'est important que les gens connaissent quelles sont les difficultés traversées. Derrière le mot cancer, il y a des difficultés très précises aussi. Avant la reprise, ben voilà, alors on l'a vu tout à l'heure, informer des dispositifs. Là encore, le rôle du manager, de l'entreprise, préparer l'équipe, l'organisation du poste, on l'a vu avec les médecins du travail. Et quant au retour, ben je dirais l'accueil, tout simplement l'accueil, c'est-à-dire c'est important, c'est la relation humaine qu'on peut organiser et en y impliquant l'équipe. Je cite souvent c'est ce qu'on m'a rapporté. Ben voilà, il y a une personne qui avait très très peur au moment du retour et puis finalement son premier jour de retour, eh bien il y avait un bouquet de fleurs sur son bureau et puis ils avaient organisé un pot à l'heure du déjeuner, ben voilà, et les gens se parlent et voilà.
Mais c'est pas parce que l'arrêt de travail est terminé qu'on a repris le travail que tout est terminé. Hein, il reste de la fatigue, il reste des difficultés. Donc c'est important de poursuivre l'accompagnement. Sur la slide suivante. Voilà, moi je fais un focus sur maintenir le lien parce que ça résout beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire maintenir le lien? C'est des petites choses. C'est des petites phrases, c'est des regards et des gestes qui font du bien, c'est ne pas rester dans le silence. Parfois, on ne choisit pas le silence, c'est-à-dire parfois les gens sont un peu pétrifiés, ils ne savent pas très bien quoi dire. Le cancer, ça fait peur d'une manière générale et on ne sait pas quoi dire et du coup, on ne parle pas. Pas bon, génial, pas bon. Donc, des messages de soutien, d'affection pendant l'arrêt, anticiper le retour avec un mail collectif, c'est-à-dire que tout le monde soit au courant que la personne revient. Des mots, hein, tout simplement, des mots d'êtres humains à autres êtres humains. Je suis heureux de vous revoir, de voir que vous êtes revenus. Et puis, pendant la période d'arrêt, proposer de participer à des moments de convivialité, garder le lien, là encore. Proposer aussi de continuer d'avoir de l'information. Alors ça, c'est pas une obligation, bien sûr, hein, mais bon, parfois, les salariés souhaitent vraiment continuer de savoir ce qui se passe et c'est important parce que tout bouge tellement vite. Et en tout cas, lui demander à chaque fois son avis. Ce n'est pas parce qu'il est en période de difficulté qu'il n'a pas un avis sur ce qu'il veut faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, au niveau de la Ligue contre le cancer? C'est la slide suivante. Voilà, c'est un accompagnement coaching, retour à l'emploi. J'ai vu passer une question tout à l'heure qui est: c'est quoi la différence entre un psychologue et un coach? Eh bien, un psychologue, il est là pour résoudre des difficultés que les personnes peuvent vivre, mais très souvent liées à leur contexte, peut-être au passé. Parfois aussi, ça peut être à un certain moment où on peut avoir des troubles de comportement ou des troubles mentaux. Voilà, on n'est pas là dans le coaching. Le coaching, il a un grand principe, c'est que la personne a le pouvoir, a les compétences, sait ce qu'elle veut, elle a le pouvoir sur sa vie, elle est acteur de sa vie, je dirais. Mais la maladie a un petit peu effacé tout ça. Notre rôle à nous, c'est de les aider à sortir de la confusion où tout se mélange un peu, ce que je dois faire, où j'en suis, j'ai plus confiance en moi du tout. Très souvent, c'est ça qui est demandé. J'ai besoin de reprendre confiance en moi. Je sens bien que ça part un peu dans tous les sens. Donc, c'est la clarification de l'esprit à travers un questionnement, à travers une façon de voir différemment un peu les choses. Tout à l'heure, on parlait de croyances en termes de maladie. C'est la même chose. On peut aussi agglutiner des croyances par rapport à la maladie et en lien avec sa capacité de vivre, sa capacité de travailler, sa capacité intellectuelle. Donc, c'est un petit peu tout ça qu'on veut clarifier. Il y a beaucoup de confusion en général et c'est notre travail. Donc, on propose des séances individuelles de coaching comme on le ferait en entreprise. Hein. Et la grande différence aussi là avec le métier de psychologue, c'est que la personne qui est coachée va définir son objectif. On va l'aider à définir son objectif. Ça veut dire que les 6 à 7 séances qu'on va passer avec cette personne-là, eh bien, va viser à répondre à son objectif. Ça peut être 1 ou 2 objectifs et on est calé là-dessus. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, les demandes en général, c'est voilà, retrouver la confiance en moi, retrouver un équilibre de vie professionnelle, vie privée. Je me rends compte que c'est important. Et mon projet et finalement mes priorités aujourd'hui et comment je me retrouve moi-même. Voilà, beaucoup de choses qu'on peut résumer comme ça. Donc, 6 à 7 séances qui durent 1h30, 2 heures, espacées en général de 15 jours. Dans un coaching, il faut qu'il y ait un début, il faut qu'il y ait une fin. Donc, on a décidé que ça soit sur une période de 6 mois. Il ne faut pas que ce soit trop étalé, sinon le travail ne se fait pas. Et c'est là où il y a un impact, c'est de pouvoir faire sur une période concentrée. C'est un coaching individuel, bien entendu, mené par des coachs certifiés et professionnels par ailleurs. Et puis, nous organisons des ateliers collectifs sur différents sujets. Là, j'en ai noté un certain nombre qui peuvent toucher à
un côté un peu plus professionnel. Je ne sais pas si je l'ai mis là, mais par exemple, on a fait un atelier sur bien négocier avec son employeur ou bien optimiser la période de convalescence. On peut quelque chose aussi autour. On l'a vu on a vu la question passer, comment j'en parle, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas. Ben voilà, on a un atelier là-dessus qui s'appelle trouver les mots justes en fait, hein, pour être en accord avec soi-même et avec ce qu'on veut dire. Et puis un peu plus professionnel encore. Là, on a terminé un atelier la semaine dernière avec la CRAMIF. On a un atelier toute une matinée justement pour expliquer ce que vous avez montré là tout à l'heure et sur les droits et démarches en fait. Alors tout y passe, la RQTH, la LD, etc. Voilà, laisser encadrer tous ces éléments qui peuvent être utilisés. Vous en avez parlé, donc je ne reviens pas dessus. Dans une quinzaine de jours, on fait un atelier sur faire le point de mes compétences et de mes atouts. Hein. Voilà, même chose, à chaque fois, ce sont des matinées. Et puis, également des ateliers qui permettent aussi de sortir, enfin, d'une manière générale, les ateliers permettent de sortir de l'isolement. Hein, quand on a des difficultés, on a tendance à s'isoler. Donc, ces ateliers collectifs sont très, très importants. C'est aussi en même temps un lieu de parole. Et beaucoup de choses autour aussi de la confiance en soi, justement, la prise de parole en public. Ce n'est pas tellement pour faire des discours, mais c'est simplement, ça permet de reprendre confiance en soi aussi. On a un atelier sur cultiver son optimisme, un autre sur l'affirmation de soi, et un aussi par une art thérapeute sur exprimer ses émotions par le rythme musical. Voilà. Donc, tout est possible dans cette œuvre. Et puis, depuis très peu de temps, depuis un mois, nous proposons aussi l'accès direct au programme Oncogite, parce que là, il s'agit de prendre en compte les effets secondaires dont on parle très peu, qui sont autour de la mémorisation, de la concentration, l'impression que je ne sais plus m'organiser, etc. Des petites choses comme ça, dont on ne parle pas parce qu'on a honte, hein, on se dit mince. C'est ce qui contribue au fait qu'on pense qu'on n'a pas retrouvé aussi toutes ces compétences. En réalité, ce n'est pas vrai, ça se travaille très très bien. Et là, il y a tout un programme extrêmement sérieux, Oncogite est très efficace. Et puis, on propose aussi des séances de sophrologie avec 2 sophrologues bénévoles également, qui peuvent être faites en présentiel ou encore en distanciel. Voilà ce que nous proposons. Je crois que la dernière slide, c'est toute l'équipe qui est présentée. Voilà, c'est une équipe de 11 coachs certifiés, 2 sophrologues et puis des experts RH, handicap, art thérapie qui interviennent. L'année dernière, on a accompagné une 60aine de personnes. Depuis que le service coaching retour à l'emploi existe, c'est-à-dire depuis 2015, on en est à peu près à 400 personnes qui sont passées par l'association. Et là, je vous ai indiqué nos coordonnées, bien entendu. Et moi, en tant que Eliane Brissot, je suis coordinatrice, mais je suis également, et j'y tiens, je suis également coach bénévole parce que c'est important. Je continue de faire des coachings un peu moins certes avec eux parce que c'est important de rester complètement dans ce sujet-là qui est fondamental. Et voilà ce que je pouvais vous dire. Ce que je dois vous dire absolument aussi, et ça m'est recommandé par les autres coachs que j'ai vus ce matin, surtout, dites bien aux médecins qu'ils ont un rôle essentiel en disant que ça existe et qu'il faut un accompagnement et que c'est très important et que s'ils savaient le nombre de retours enthousiastes et positifs qu'on a après, ils le diraient systématiquement parce que vraiment, on a vraiment l'impression d'apporter énormément et on en est très content de le faire. Voilà. Eh bien, écoutez, le message est passé. Merci beaucoup, Merci Madame Brissot, pour cette présentation qui effectivement permet d'y voir plus clair sur voilà, les différentes actions que vous pouvez porter et puis les équipes qu'il y a derrière en termes d'accompagnement des publics concernés. Alors, on vous propose d'ouvrir la dernière séquence de notre atelier. On risque de déborder peut-être de 5 petites minutes. Donc, on espère que vous pourrez rester avec nous encore voilà, quelques instants. On souhaitait donner la parole au docteur Bencefacolas pour voilà, mettre un petit peu en perspective finalement tout ce qui aurait été dit au cours de cet atelier et puis mettre en évidence les points de vigilance, les points un peu clés finalement de la question du retour à l'emploi
pendant ou après un cancer. Donc, docteur Bencefacolas, je vous laisse partager votre Il faudrait écran. juste, voilà, départager, Voilà. voir. Et normalement, cette fois-ci, vous devriez pouvoir le faire. J'ai mis du temps à départager mon écran. Désolé. Et donc, j'en profite, du coup, pendant ce temps-là, pour vous dire que dans le chat, il y a plusieurs ressources qui ont été fléchées. Et merci à Madame Desmarais, que j'ai vu très active sur le chat tout au long de l'atelier, à la fois en répondant à un certain nombre de questions et puis aussi en fléchant certaines ressources. On vous fera, comme d'habitude, un petit mail dans lequel on vous enverra le lien vers le replay. Cet atelier sera également transformé en podcast dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Donc, on vous enverra le lien, évidemment, pour l'écouter dans les transports en commun ou dans votre voiture lorsque vous irez courir ce week-end. Et par ailleurs, on mettra à votre disposition l'ensemble des ressources qui ont été évoquées durant l'après-midi. Donc, je meuble comme je peux, mais a Ça priori, n'apparaissait pas, pardon. ça Voilà. fonctionne. Désolée. Allez-y, docteur Bencefacolas, c'est à vous. Merci, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et il y aura beaucoup peut-être de redites, donc je vais passer assez rapidement, surtout qu'il me reste 4 minutes, donc c'est toujours le privilège de passer en dernier. Oui, mais vous pouvez un petit peu déborder, hein, je vous rassure. S'ajuster. Je vais peut-être réaxer les choses et revenir peut-être à ce qui aurait pu... J'ai rajouté en fait, je suis désolée, quelques slides pour replanter le décor de la problématique de l'après-cancer. Hein, selon les chiffres de l'INCa, 3,8 millions de personnes vivent avec ou après un cancer, avec les progrès thérapeutiques et les énormes progrès thérapeutiques. Les patients, bien heureusement, en fait, pour 3 patients sur 5 sont en rémission. Le cancer, c'est quoi? C'est plus de 400 000 nouveaux cas de patients actifs et 40% sont de patients atteints par an, pardon, et 40% sont des actifs. C'est-à-dire sur 1000 cancers diagnostiqués, 400 sont en situation de travail. Donc, c'est une problématique. Là, on est au milieu de personnes, aujourd'hui, des services de santé au travail pour la plupart. Donc, c'est quelque chose dont vous allez être, et vous êtes déjà confrontés très régulièrement. 3 patients sur 5, grâce aux progrès thérapeutiques, sont en rémission. Et ce dont on se rend compte, c'est que 3 patients sur 5 sont guéris, mais ne sont pas rétablis. Il y a une véritable vie après cancer, il y a un véritable parcours, une pathologie finalement chronologique pour la plupart d'entre eux et dont il va falloir tenir compte lorsqu'on va discuter du maintien au travail et de l'adéquation de ces patients salariés qui vont devoir composer avec les contraintes au travail, avec les conditions de travail que vous allez aider à améliorer. Au total, c'est 1 million de personnes qui travaillent avec ou après un cancer. Donc, vous voyez, c'est énorme. Et je passe, et on ne l'a pas du tout abordé, mais on pourrait faire plein de choses. 1h30, c'est vraiment très court. Il ne faut pas oublier aussi les aidants. Voilà, hein, c'est 3 millions d'aidants cancer, dont 50% sont des actifs. Donc, vous allez aussi avoir peut-être dans les patients salariés que vous allez suivre, des aidants qui ont, vous le savez très bien en tant qu'aidant, un impact sur la santé indéniablement. Donc, c'est une famille sur 6 qui est touchée par le cancer. Et donc, c'est finalement 3,4 millions d'actifs touchés directement ou indirectement par le cancer. Je voulais y revenir. Donc, l'après-cancer, à l'arrêt des traitements, ça peut prendre des semaines, des mois. Il y a des ajustements, il y a des transitions qui peuvent prendre un certain nombre d'années. Et finalement, toute la difficulté, c'est de retrouver de nouveaux équilibres de vie. Ça a été dit largement là, cet après-midi-là. Et les mots, quand on fait un nuage de mots, quand on reprend avec les patients, avec mes collègues oncologues, vous voyez que ce qui revient comme terminologie, c'est douleur, c'est la fatigue. Hein, des personnes qui sont sorties, entre guillemets, du cancer, mais qui ont toujours cette sensation de décalage par rapport à ce qu'ils devraient être, à ce qu'ils devraient être devenus, c'est-à-dire guéris, mais en fait, il y a des douleurs, il y a de la fatigue, il y a une altération d'image de soi, il y a un décalage par rapport à l'attendu de la famille, des collègues, du milieu de travail et de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils veulent. Et effectivement, je pense que ce qui a été dit juste avant sur le coaching, c'est comment accompagner et remobiliser les patients vers ces nouveaux équilibres de vie. Et donc, toute la question du travail et du handicap aussi qui font que
9 personnes sur 10, quand on les interroge, dans les études qui ont été menées, notamment aux États-Unis, parlent de l'après-cancer à l'arrêt des traitements comme un choc, un abandon, un désarroi, un immense stress, ça a été dit par notre collègue Olfa Joigny, un non préparés à l'après-traitement, ils se sentent complètement lâchés et finalement disent que c'est parfois plus difficile que les traitements. Et ça, je veux vraiment que vous en ayez conscience parce que en tant que médecin du travail ou équipe de santé au travail, il faut tenir compte de cette dimension et de cette relation que vous devez établir, vous en avez parlé, pour tenir compte de cette difficulté-là et les accompagner. Il y a souvent un décalage avec l'entourage personnel et professionnel où souvent, voilà, c'est fini, et même on le voit avec les managers, hein, il y a des formations, vous avez vu, qui sont proposées pour les équipes managériales ou pour les collègues au milieu de travail sur voilà, les sensibiliser, parce que souvent, quand on voit revenir un patient atteint d'un cancer au travail, on pense que ça y est, c'est fini, il est rétabli, il va pouvoir reprendre ses tâches, et non, pas toujours ce que vit le patient lui-même, et ça lui engendre un très grand stress. Et finalement, une très grande solitude, et je pense que c'est ce que retrouve l'ensemble des collègues de Curie, à la Ligue, avec les coachings, c'est cette solitude et ce besoin d'être en groupe pour le partager. Donc, il y a beaucoup de questions qui reviennent, là je vais passer auprès de nos patients que nous on voit sur une prise de conscience de l'avant-après cancer, je ne suis plus la même, comment m'aider, comment faire pour aller mieux, qui s'occupe de mes besoins, ces besoins invisibles, la plupart du temps on va y revenir, le retour au travail, je fais comment avec ma fatigue, comment je fais avec mes troubles cognitifs, on va réinsister dessus, moi je pense que c'est vraiment important, et comment je fais avec ces troubles cognitifs au travail, parce que je trouve que je ne vais pas y arriver et je ne vais pas réussir à manager comme je le faisais avant, une équipe de 200 personnes. Puis il y a des questions autour de la vie intime, etc. Je n'y reviendrai pas. Je vous invite aussi à lire l'étude Vican 5, je crois, je ne pense pas qu'elle a été, précisée, mais l'étude Vican 5, c'est une étude qui fait le point 5 ans après le diagnostic de cancer sur un certain nombre de sujets et de thématiques. Et en fait, ce qu'on retient dans cette étude, c'est que 3 personnes sur 5, après le diagnostic de cancer, est guérie mais n'est pas rétablie. Elle souffre toujours de séquelles invisibles et invalidantes, que sont la douleur, la fatigue, des douleurs chez 3 personnes sur 4, 5 ans après le cancer, une fatigue, une limitation physique chez la moitié d'entre elles, une santé mentale altérée sur un tiers des personnes, cette fatigue qui est persistante, 50% des patients, et une grande peur et une grande anxiété par rapport à la récidive, sont bon nombre d'entre elles. Et puis, parmi ces séquelles aussi, il y a des séquelles que sont l'altération du sommeil, des fonctions cognitives altérées avec des troubles de la concentration, des troubles de mémoire qui sont souvent récurrentes. C'est pour ça que parlait des ateliers oncogite juste avant, une image de soi qui est altérée avec une sensation de corps incomplète, une sexualité qui est bien sûr affectée, une infertilité liée au traitement, un sens de la vie aussi qui pose question et un impact sur la qualité de vie et sur la vie professionnelle, avec aujourd'hui une sous-évaluation des répercussions à la fois par le corps soignant, mes collègues et moi-même, jusqu'à ce qu'on s'intéresse au sujet, peut-être qu'on sous-estimait ces répercussions invisibles, et puis un effet domino chez les patients qui ont une perte de confiance et une bonne adhérence au traitement, avec, je vous le disais, une qualité de vie qui est altérée dans cet après-cancer, et que ce soit sur la vie aussi socio-professionnelle, une altération et des conséquences financières, et il ne faut pas oublier les aidants. Je vais passer, vous aurez les slides. Et ce qu'on a observé aussi, et je tiens aussi à vous sensibiliser, on l'a peu dit, c'est aussi une population qui est plus à risque. Après un cancer, alors qu'on s'attendrait que ce soit des populations qui soient beaucoup plus vigilantes sur l'état de santé, c'est des patients finalement qui ont des surrisques de complications cardiovasculaires, mais aussi de second cancer, avec un risque chez plus d'un tiers d'entre eux. Et finalement, il y a peu de changements d'habitude, que ce soit sur les règles hygiéno-diététiques ou sur la dictologie. Il y en a un bon nombre qui restent tabagiques et qui ont une alimentation identique, malgré tous les conseils qu'on peut donner sur ça. Donc, il y a vraiment peut-être des actions à mener chez les salariés qu'on voit pour continuer à se faire dépister lors des campagnes habituelles, dépistage contre le cancer. Souvent, c'est patients finalement qui sont sous-suivis et qui sont sous-diagnostiqués, qui font moins de mammo et moins chez les femmes de frottis cervico-vaginaux. Donc voilà, c'est vraiment un point, je voulais vous sensibiliser là-dessus.
Alors, en réponse à toutes ces difficultés, vous l'avez dit lors de l'intervention à l'INCa, par l'INCa, effectivement, il y a dans la stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021-2030, il y a effectivement un point qui vise à mieux dépister, mieux traiter les séquelles liées à la maladie et notamment aider à améliorer les parcours professionnels et à lutter contre la désinsertion socio-professionnelle. Au final, nous, pour revenir à ce qu'on fait sur mon GHU, on a dans le parcours de soins global et à la suite de la prise en charge thérapeutique et un suivi oncologique et un parcours du rétablissement qui a été mis en place avec une référente qui fait un bilan systématique dans le cadre d'un HDJ des patients pour revoir tous ces volets qui accompagnent le processus de sortie de la maladie avec une prise en charge et un suivi des séquelles, un axe sur le plan diététique, un axe sur la santé mentale et cognitive, un axe sur la vie sexuelle et la santé sexuelle, sur la fertilité pour effectivement continuer à les suivre sur ce volet-là, une aide à l'arrêt des addictions et bien sûr une filière qu'on a développée conjointement sur le retour au travail avec un dispositif d'accompagnement pendant le parcours de soins à l'hôpital, comme à l'instar de ce qui est fait à Curie, avec un dispositif qui s'appuie sur une assistante sociale de la CRAMIF que nous avons la chance d'avoir à temps partiel au sein du service de pathologie professionnelle, avec des spécialistes en pathologie professionnelle et en médecine du travail et qui vont pouvoir apporter leur expertise santé-travail, avec aussi une référente cancer et travail qui va faire le lien et qui va permettre d'aller voir les patients pendant leur parcours de soins pour leur proposer ce parcours. Donc ce parcours et ce dispositif s'appuient sur des ateliers d'information qu'on organise avec une assistante sociale, notre assistante sociale de la Caisse régionale d'assurance maladie, donc il va pouvoir faire le lien aussi avec l'assurance maladie et tous les processus de prévention de la désinsertion professionnelle de la CRAMIF, avec un médecin du travail et avec parfois une patiente partenaire, plus ou moins une patiente partenaire, et avec Karima Firoud, qui est notre coordinatrice de la filière et qui m'accompagne aujourd'hui. On propose aussi des consultations individuelles pour les cas les plus complexes. Les médecins du travail savent bien ce qu'on fait dans les services de pathopro quand il s'agit de discuter, entre guillemets, des aptitudes, j'aime pas ce terme difficile, et aussi une prise en charge par les centres sociaux autant que de besoin. Des ateliers de coaching, des ateliers de coaching qui sont proposés en individuel et en collectif, à l'instar de ce qui est fait par la Ligue. Et j'ai posé volontairement la question de la différence entre psychologue et coaching, parce qu'effectivement, ça a un volet quand même bien particulier qui permet d'aider les patients, nos patients à se remobiliser pour retrouver finalement leur propre sens à leur vie professionnelle et même personnelle. Nous proposons des ateliers de remédiation cognitive, on cogite, et puis des ateliers aussi pour les aidants. Aujourd'hui, on les fait en mix, parce qu'il y a un partage comme ça entre ce qu'entend le patient et son aidant. Mais on va aussi proposer des ateliers spécifiques. Donc, nous, ce qu'on propose à l'ensemble des patients qui sont pris en charge au sein du GHU, qui sont l'hôpital HEGP, Necker et Cochin, c'est un guichet unique où ils peuvent, soit les patients, soit les soignants, nous adresser des patients pour participer à ce parcours de soins. Donc, je passe, mais ça résume un peu tout ce qu'on fait. Ce qu'on a voulu vraiment mettre en place, c'est qu'à tout moment du parcours, pendant ce parcours de soins, il y ait vraiment ce bilan oncologique qui soit fait, cette évaluation des besoins qui soit fait, et d'informer sur ce dispositif d'aide au maintien et retour à l'emploi qu'on propose dans le cadre de cette filière, en lien, bien sûr,
en partenariat avec la Caisse régionale de l'assurance maladie. Je pense qu'on peut les féliciter parce qu'ils sont d'un soutien qui est, je pense avec Ramif, très, très important. Alors au final, si on résume et si on comprend qu'il y a ce besoin extrêmement important de faire le lien entre ce qui se passe à l'hôpital, ce qui se passe pendant le parcours de soins, et qu'il est important d'intégrer et d'anticiper la question du retour au travail ou la question du travail, parce que pour certains, ça ne va pas être le retour au travail qui va s'imposer, ça va être peut-être l'invalidité et finalement comment quitter le monde du travail au mieux en évitant une catastrophe sociale. Donc, c'est vraiment d'intégrer, d'anticiper cette question-là pendant cette prise en charge thérapeutique. Et ce que je dis, c'est qu'il n'est jamais trop tôt au final. Hein. Il y avait beaucoup de craintes par les services d'oncologie d'aborder la question du travail pendant le parcours de soins parce que c'était pour eux comme si on poussait les gens vers la reprise et que c'était peut-être pas le bon moment et ils préféraient attendre 15 jours avant l'arrêt de travail pour proposer éventuellement que le patient se mette en lien avec le médecin du travail. Donc nous, on insiste vraiment et on a vraiment eu ce travail d'acculturation, de sensibilisation et de formation de nos équipes d'oncologie sur cette question de la reprise et d'intégrer les patients dans notre parcours, alors ce qui n'est pas faisable dans tous les services d'oncologie, hein, vous comprenez bien, donc c'est un modèle qui n'est pas aujourd'hui disséminé de manière systématique, mais finalement, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a un besoin vraiment de la part des oncologues, mais aussi de tous les soignants ou toutes les structures ou tous les acteurs qui gravitent autour des patients, hein, que sont ceux qui participent à des parcours du rétablissement, tous ceux qui sont dans les soins de support, les associations aussi, hein, les médecins traitants, c'est comment adresser aux médecins, comment adresser les patients, et on voit que le médecin du travail a un rôle clé, comment l'adresser au plus tôt au médecin du travail. On l'a vu, hein, combien il était fondamental, Joanie nous l'a répété, fondamental qu'il y ait ce rendez-vous, ce premier rendez-vous le plus tôt possible, même pendant l'arrêt, même si c'est très tôt pendant l'arrêt, peu importe, ça permet déjà de poser des jalons, ça permet de poser des problématiques et de voir comment le patient évolue. Et ce besoin qu'a le médecin du travail d'avoir finalement le bilan des possibilités fonctionnelles et des contre-indications éventuelles de la part des personnels soignants. Donc, il y a vraiment ce besoin de liaison, on l'a vu tout au long de l'après-midi, entre tous ceux qui gravitent pour la prise en charge thérapeutique et le médecin du travail, et ça vaut comme pour toutes les maladies chroniques, je dirais, hein, on reprend des schémas habituels, parce qu'on sait très bien que quand ça se fait lors de la visite de reprise, bah, c'est trop tard, hein, il va falloir trancher entre l'aptitude et l'inaptitude, et quand on a un patient qui est complètement, voilà, des troubles de mémoire et fatigué, et qui se pointe le jour de la reprise, c'est difficile de mettre en place des aménagements et de mobiliser tous les outils de maintien dans l'emploi qui ont été évoqués tout au long de l'après-midi. C'est bien sûr le médecin du travail, on n'y revient pas, vous l'avez tout à fait souligné, qui va faire le lien avec l'employeur, qui va faire le lien avec le patient. Le patient lui-même peut se mettre en lien avec le médecin du travail, hein, directement, ou l'employeur. Et on voit combien, avant les traitements, vous l'avez dit aussi, hein, il est important d'anticiper les difficultés qui sont prévisibles. Quelqu'un qui est pris en charge, par exemple ici à Cochin, pour un sarcome, un patient, il va être opéré, il va peut-être avoir une amputation d'un membre ou d'un membre, que ce soit membre supérieur ou membre inférieur, s'il est manutentionnaire, s'il fait un travail physique. La reprise, enfin, avant même la chirurgie, on sait très bien que par rapport au poste, ça va poser problème. Donc, il faut vraiment sensibiliser tous les acteurs de soins, finalement, hein, sur l'importance d'anticiper les difficultés et de conseiller, même avant les traitements,
identifié, d'aller voir le médecin du travail pour pouvoir justement commencer à travailler sur les outils de maintien dans l'emploi. Je ne reviens pas sur tout ce qui peut être déployé dans les services de prévention et de santé au travail avec les équipes pluridisciplinaires et les actions qui peuvent être menées en maintien dans l'emploi. Et bien sûr, découlent aussi tous les organismes de maintien dans l'emploi qui vont être aussi accompagnatrices de ce processus. Toutes les associations, bien sûr, qui vont aussi avoir un rôle quand ils détectent une difficulté pour conseiller d'aller voir le médecin du travail. Pendant et après les traitements, hein, importance aussi de cette visite de pré-reprise. On n'y vient pas, ça a été largement dit, qui est la visite clé dans le maintien dans l'emploi. Et puis, côté entreprise, le médecin du travail, ce rendez-vous de liaison aussi qui pour nous tous, on l'a bien compris, est fondamental. C'est un rendez-vous qui peut être fait à l'initiative du patient lui-même ou de l'employeur, qui est insuffisamment utilisé, je trouve. Et pendant ce temps-là, l'employeur va pouvoir informer le salarié, hein, s'il est en arrêt de plus de 1 mois, va pouvoir l'informer sur tous les dispositifs de maintien dans l'emploi dont il peut se saisir. Et l'employeur va aussi rappeler l'importance de faire cette visite de pré-reprise. Alors finalement, en conclusion, et ce que vous faites tous et ce que vous avez présenté, hein, il y a une importance fondamentale à sensibiliser, à former tous les acteurs prenant en charge des patients pour cancer à la question du retour au maintien à l'emploi. Et on voit que par les actions qui sont menées par les associations, qui sont menées par l'INCa, hein, qui sont menées aussi par certaines structures de soins comme ici dans le GHU, à la PHP Paris Centre ou à Curie, ou les associations. Hein, c'est important de parler de cette question-là et de l'aborder très tôt dans le parcours de soins. Enfin, c'est jamais trop tôt pour nous. Et donc, c'est important de les former à cette question-là parce qu'il y a beaucoup d'appréhension, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de croyances. Je pense que c'est aussi important de nous former en tant que médecins du travail sur les séquelles, sur ces séquelles invisibles pour pouvoir mieux les appréhender et mieux aussi aménager un poste de travail. Devant un patient qui a été pris en charge pour un cancer de bon pronostic, je pense à une patiente qui avait un lymphome de Hodgkin qui me disait j'ai un traitement, finalement, le risque à long terme, il est anodin, mais sur un plan cognitif, j'ai des troubles de mémoire, je suis fatiguée, j'ai des troubles de concentration, c'est terrible, le retour au travail va être pour moi impossible, avec une très grande peur d'aller voir le médecin du travail, c'est ce qui a été cité. Donc c'est important en tant que médecin du travail qu'on soit bien conscient des séquelles invisibles et de les interroger quand ils reviennent en visite de pré-reprise ou de reprise sur ces questions-là. C'est important aussi d'anticiper autant que possible les difficultés de maintien à l'emploi. Là, je m'adresse aux équipes soignantes, je pense qu'il n'y en a pas peut-être beaucoup, mais c'est vraiment fondamental, on l'a bien compris. De sensibiliser tous les acteurs à la visite de pré-reprise et sur le rôle du médecin du travail aussi auprès des soignants dans les services hospitaliers, dans les services d'oncologie. Vous l'avez dit, le médecin du travail, il n'est pas là, ça vaut pour toutes les pathologies, il n'est pas là que pour regarder la tension et faire une bandelette urinaire. Ce n'est pas il n'est pas à la solde de l'employeur, on a des règles déontologiques, on le sait tous, mais c'est important de sensibiliser vraiment tous les acteurs du rôle du médecin du travail et le rôle clé qu'il peut avoir, que ce soit les patients, les professionnels de santé, les employeurs, les managers, sur ce rôle-là, et que je trouve des fois un peu encore soit méconnu, soit de fausses croyances. Cette visite de pré-reprise, le médecin du travail peut l'organiser et ça aussi c'est un levier important. Donc comment s'organiser dans les services de santé au travail aussi pour l'organiser, pour alerter quand il y a un arrêt. Je pense que vous vous êtes organisé, mais je pense que il faut qu'il y ait un alerte et aussi que les médecins du travail en soient plus proactifs pour susciter, pour demander cette visite de pré-reprise pour pouvoir aborder le plus tôt possible les difficultés qu'il pourrait y avoir au retour au travail et ce rendez-vous de liaison qui est un véritable levier aussi de maintien dans l'emploi et qui est insuffisamment utilisé par les employeurs. Voilà, merci de votre attention. J'ai essayé d'aller vite, mais j'ai
Ouais, non, c'était parfait. C'est jamais évident de passer, comme vous le disiez tout à l'heure, docteur Vincent Colas, en dernier, mais vous l'avez brillamment fait. Vous êtes vraiment venu en complémentarité de tout ce qui avait été dit précédemment dans le cadre de l'atelier. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir tenu cet atelier jusqu'au bout et puis de vous avoir laissé la place pour pouvoir évoquer tout ce que vous avez indiqué. Euh, on s'excuse évidemment pour le petit délai. On était parti sur 1h30. C'était un petit peu le deal de ces ateliers. On a un petit peu dépassé, mais voilà, vous êtes plus de 150 à être présents derrière votre écran. Donc, ça montre l'intérêt que vous avez eu de décaler vos rendez-vous de l'après-midi pour pouvoir assister jusqu'au bout à cet atelier. Donc, je ne vais pas tenir voilà, le discours trop longtemps. Juste remercier l'ensemble des intervenants qui ont préparé leurs interventions. Vous l'imaginez bien, hein, cet atelier, c'est beaucoup de travail pour les intervenants en amont, pour se coordonner, pour co-construire le déroulé, pour préparer les supports d'intervention. Donc, un grand merci à eux pour tout le temps qui était consacré et puis pour la pertinence, vraiment j'insiste, des propos qui ont été tenus. Dans le chat, et je vous le remettrai par mail, on vous met le petit lien vers un formulaire d'évaluation. C'est très important pour nous. D'une part, parce que vous, ça vous prend peu de temps, c'est 1 minute maximum pour renseigner ce formulaire d'évaluation, mais on vous demande notamment des thèmes que vous aimeriez que l'on aborde dans le cadre de ces ateliers à destination des services de prévention de santé au travail. Donc, n'hésitez pas à nous indiquer les sujets que vous aimeriez que l'on traite. Voilà, je clôture en disant qu'on vous envoie un petit mail avec les différentes ressources évoquées tout à l'heure. Nous nous chargeons de mettre en ligne le replay de cet atelier. Nous le transformons aussi en podcast si vous voulez l'écouter sur votre smartphone. Donc, voilà, on revient vers vous assez vite avec l'ensemble de ces ressources. Encore un grand merci à toutes et à tous. Et puis, à très vite. Le prochain atelier aura lieu en juin et il portera sur le handicap auditif. Est-ce qu'il est possible de poser une question? Alors, vraiment très, très rapidement. J'ai plein de questions, mais du coup, alors, à qui je peux m'adresser?